Voilà. Je suis donc la vice-présidente de l'ASBL Les Mots de Tom et je suis également enseignante. Nous sommes une ASBL citoyenne un peu particulière car fondée par des parents endeuillés, Marc Van Arscott et son épouse, suite au suicide de leur fils Tom, ciblé par du harcèlement. L'ASBL a été créée en 2019. J'ai rejoint l'ASBL un an plus tard, en 2020, suite au suicide de ma fille Maëlle, ciblée par du cyberharcèlement. Elle avait 14 ans. Nous sommes aujourd'hui une équipe d'une quinzaine de bénévoles et nous militons activement pour sensibiliser aux conséquences et ravages du harcèlement scolaire, en espérant que des prises de conscience émergent et que cela amène à une recherche de solutions, surtout en matière d'intervention et de prise en charge. Vous le savez, le harcèlement blesse, il meurtrit, il laisse des séquelles irréversibles. Et comme dans le cas de Tom et Maëlle, il peut aussi conduire au suicide, ce qui est totalement insupportable. Et c'est ce qui explique aujourd'hui mon engagement pour la création de centres de prise en charge des victimes de harcèlement scolaire. Bonjour, donc moi je m'appelle David Plisnier. J'entendais que vous aviez un point Evras cet après-midi. Ça m'a fait sourire parce que pendant près de 15 ans, j'ai été coordinateur d'un centre de planning familial, donc c'est un domaine que je connais assez bien. Pendant ces 15 années en planning familial, avec des collègues, nous avons fait énormément d'actions de prévention en matière de harcèlement et au bout de quelques années, nous avons fait le constat que la prévention, aussi motivée, aussi bienveillante soit-elle, ne suffit pas et qu'il fallait aller plus loin. Nous avons créé au sein du planning familial un service qui à l'époque était expérimental et s'appelait Sophia, pour essayer justement plutôt d'être dans l'intervention, dans la prise en charge, dans l'aide aux victimes, pour le dire comme ça. Ce service a été complètement débordé en un an et demi. Il n'avait qu'un mi-temps, c'était de la folie furieuse. Child Focus renvoyait chez nous des gens des quatre coins de la Wallonie. Puis on a voulu faire évoluer ce service face à ce constat des demandes et finalement du manque de capacité de prise en charge des enfants et des familles touchées par le harcèlement. Et donc, l'une de mes filles a 9 ans, et quand je lui ai expliqué que papa allait un peu changer de boulot, elle a tout compris. Elle m'a dit, mais en fait, c'est comme les Pokémon, ça évolue, ça change de nom, et ton service aura de nouveaux pouvoirs. Si vous avez des enfants qui aiment les Pokémon, vous verrez peut-être le lien. C'est exactement ça, elle avait tout compris. Sophia est devenue le centre de référence et d'intervention harcèlement. Nous étions très naïfs au début, on se disait, tiens, il n'y a pas ce genre de choses dans le Hainaut. Puis on a découvert qu'il n'y avait pas ce genre de choses en Belgique francophone, qu'il n'y avait pas de service équivalent en Belgique tout court. Et allez, en l'état actuel de mes recherches, je n'ai pas trouvé non plus de service équivalent en Europe, si ce n'est la Maison Marion, la main tendue en France, qui s'en rapproche un petit peu, et qui a été fondée par Nora Fraise, la maman de Marion. Vous avez certainement peut-être lu le livre ou vu le film Marion 13 ans pour toujours. C'est un cas qui a été fort médiatisé aussi. Et donc actuellement, le CRIH est composé d'une petite équipe de psychologues, assistantes sociales, tous des gens qui viennent du secteur de la santé mentale. Et nous travaillons très régulièrement, évidemment, avec les mots de Tom. Alors, pour passer brièvement à quelques infos, je dirais scientifiques, pour ne pas juste vous donner un feeling de quelques personnes sur le terrain. Plusieurs études européennes convergent vers des chiffres minimums. J'ai vraiment pris les estimations les plus basses possibles pour que ça ne prête pas le flanc à la critique, que 6 à 10% des enfants et adolescents sont victimes chaque année de harcèlement scolaire. Si je rapporte ces 6 à 10% à la taille de la population wallonne d'enfants et d'adolescents, eh bien j'arrive à entre 40 000 et 70 000 enfants. Je le répète, c'est vraiment la fourchette la plus basse possible. Si je prends l'étude de Benoît Galland demandée par la Fédération Wallonie-Bruxelles il y a quelques années, je ne devrais pas prendre 6 à 10%, mais plutôt 20 à 25% d'enfants victimes. Donc là, j'ai vraiment pris les chiffres les plus bas possibles qu'on retrouve dans la recherche. Chiffre bas, mais 40 à 70 000 enfants. Je pense que si 40 à 70 000 enfants étaient soudainement victimes d'une maladie et que se présentaient aux urgences psychiatriques, notre système serait bien mis en difficulté. Autre chose, un enfant sur 3 dit avoir été victime cette fois-ci de cyberharcèlement, de harcèlement en ligne. Ça, c'est une étude UNICEF ONU YouReport sur une trentaine de pays, donc c'est vraiment très large, dont la Belgique fait partie. Si on reportait ça à la population wallonne d'enfants, encore une fois, on aurait 220 000 enfants approximativement.
Autre fait scientifique qui lui est tiré d'une étude anglaise unique en son genre dans le monde, ils ont suivi une cohorte de près de 8000 enfants en fait, pendant 50 ans. Et ils ont mesuré, entre autres choses, les dommages du harcèlement. Sur les 15% des enfants de cette cohorte qui étaient victimes de harcèlement durant leur enfance, eh bien 40 ans après, quand ces gens-là avaient 50 ans, on pouvait encore mesurer dans quasiment tous les indicateurs socio-économiques, sanitaires, taux de divorce, taux d'emploi, niveau de salarial, consommation de médicaments en santé mentale, troubles anxieux, dépressifs. Je ne vais pas faire toute la liste, hein, mais on peut encore mesurer scientifiquement les conséquences de ce harcèlement qui a eu lieu pendant leur enfance. Donc le harcèlement, ce n'est pas juste quelque chose dont on peut tourner la page comme ça et... voilà, là, cette étude démontre vraiment les conséquences à très long terme. Et enfin, et là je cite Benoît Galland, qui est un chercheur bien connu sur le sujet en Belgique francophone et qui a déjà été mandaté, que ce soit par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou d'autres, puisqu'il officie à l'UCL. Les programmes de prévention, il a vraiment amalgamé, je vais dire, différentes études européennes à ce niveau-là. Les programmes de prévention, même les plus efficaces, ne réduisent que de 20 à 30% la prévalence du phénomène. Donc même si un jour en Belgique, et c'est très souhaitable, en Belgique francophone, nous avons des programmes de prévention extrêmement pertinents, extrêmement efficaces, eh bien on va retirer 20 à 30% des 40 à 70 000 enfants que j'évoquais au premier point. La question reste, que fait-on pour les 70 à 80% qui resteront malgré une prévention de qualité? Voilà, pour ce qui était un peu de la recherche scientifique, j'ai évidemment sélectionné, pour ne pas faire trop long, j'ai pris 4 points qui me semblaient particulièrement importants et représentatifs de l'état actuel des recherches sur la question du harcèlement. Et je vais repasser la parole du coup à Zara pour les constats de terrain faits par nos deux équipes. Merci. Alors notre ASBL, donc... à chaque fois j'oublie. Notre ASBL, donc, au départ, qui était dans une démarche de sensibilisation aux conséquences du harcèlement scolaire, est devenue au fil du temps également une plateforme de demande d'aide. On ne compte plus les demandes qui affluent quotidiennement dans notre boîte mail, ni les nombreux appels téléphoniques que nous recevons quotidiennement ces 2 dernières années. Des appels qui émanent des 4 coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On fait au mieux, évidemment, pour conseiller ces familles qui nous appellent, on les écoute, on recherche des solutions avec elles. Et sur le terrain, hélas, en matière d'aide spécifique, mais il n'existe pas grand-chose. Ces familles attendent une aide concrète, ciblée et rapide. Et évidemment, elles ne veulent pas être balancées de bureau en bureau, d'interlocuteur en interlocuteur, de mesure en mesure. Elles souhaitent simplement, ou à juste titre évidemment, que leur enfant retrouve sereinement le chemin de l'école et surtout que leur enfant sorte de cette détresse psychologique. Les écoles aussi, soucieuses d'aider ces jeunes à sortir de ces situations compliquées, ne savent pas tout régler. Et en matière de prise en charge, elles sont aussi en recherche d'accompagnement. Nous sommes aussi contactés, avec notre petite ASBL, par de nombreuses directions d'école et par le personnel éducatif, des enseignants, des éducateurs, des assistants sociaux, des responsables CPMS, des associations de parents nous contactent aussi en recherche de solutions. Je profite d'ailleurs de ce temps de parole pour adresser un message de soutien aux enseignants investis qui sont dans une démarche de vouloir aider ces jeunes dont ils ont la charge à sortir de l'enfer du harcèlement. Alors certaines écoles, heureusement, ont déjà mis en place des actions de prévention, des dispositifs de libération de la parole et des cellules écoute pour gérer ces situations que nous appelons dans notre jargon de faible intensité. Mais quid des situations qui sortent de leur champ de compétences? Quelles aides extérieures ces écoles ou ces enseignants peuvent-ils contacter? Comment gérer une situation de crise rapidement? Comment agir, par exemple, face à la circulation d'un nude, d'une tentative de suicide? Comment peuvent-elles, ces écoles, protéger ces jeunes en souffrance? Comment aider aussi concrètement ces jeunes à revenir en classe après qu'ils aient décroché suite à ces violences à répétition qu'ils subissaient? Souvent, en première ligne, les enseignants font ce qu'ils peuvent dans des conditions difficiles, mais seuls, ils ne peuvent pas tout faire, même en ayant suivi le plus grand des arsenals de formation sur la problématique. Il est illusoire, par ailleurs, sans dénigrer le travail des CPMS, entendons-nous bien, de croire que ceux-ci sont en capacité optimale de prendre en situation les situations de harcèlement. Malgré des équipes motivées et bienveillantes, il y a un manque de spécialisation et de temps des centres CPMS pour une prise en charge ciblée de ces jeunes en souffrance.
Les parents aussi, évidemment, se sentent seuls pour aider leur enfant. Que répondre à toutes ces questions que nous recevons, nous, parents endeuillés, de ces parents qui sont démunis et dans un sentiment d'impuissance? Je vais vous lire quelques questions que nous recevons quotidiennement. Mon enfant a des pensées suicidaires. Je n'en dors plus. Vers qui me tourner? J'ai découvert que ma fille se scarifiait. Je me sens tellement coupable de n'avoir rien vu. Comment l'aider? Vers qui me tourner pour l'aider qu'elle cesse de se faire du mal? Mon fils ne veut plus se rendre à l'école. Il est terrorisé et a sombré dans une dépression. Il voit un psychologue, mais en attendant, il est déscolarisé. Je ne sais plus à qui m'adresser. Pourriez-vous me conseiller un psychologue pour adolescents spécialisés dans les traumatismes liés au harcèlement pour mon fils de 12 ans qui a développé des troubles anxieux? Ma fille est suivie par une sophrologue, un psychologue, son médecin traitant pour gérer des crises d'angoisse et sa phobie scolaire. Elle a aussi des pensées suicidaires. Elle est déscolarisée depuis 4 semaines. Nous sommes tellement en colère. Derrière toutes ces demandes que nous recevons au sein de notre ASBL, toutes ces situations décrites, il y a des vécus et il y a des vies en jeu. Derrière toutes ces demandes, il faut entendre ces appels à l'aide. Derrière toutes ces demandes, il y a un constat d'un manque cruel de solutions en matière de prise en charge des situations de harcèlement entre jeunes. Il est inadmissible, à mon sens, que des familles soient laissées dans le flou, dans cette absence d'interlocuteurs directs ou de structures spécialisées à contacter. Ce n'est pas normal que ces demandes aboutissent dans notre petite ASBL. Ce n'est pas normal de laisser des citoyens face à une absence de réponse adéquate quand il s'agit d'aider leurs enfants. Ce n'est pas normal que 5 ans après le suicide de Tom et 3 ans après le suicide de ma fille Maëlle, nous devions, nous, parents endeuillés, nous mobiliser sans relâche pour que des centres de prise en charge, tels que le CRIH, puissent être créés, pérennisés et dupliqués à d'autres provinces. C'est ce qui avait motivé le lancement de notre pétition et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant vous. La souffrance de nos enfants, de nos petits-enfants, qui découle du harcèlement dont ils sont la cible, n'a aucune frontière, ni épicentre. Une souffrance que l'on retrouve dans toutes les écoles, quelle que soit leur localisation ou leur réseau. Elle peut toucher n'importe quelle famille. J'en suis la triste preuve. Non, cela n'arrive pas qu'aux autres. Alors il faut des moyens, bien sûr. Il faut mettre de l'humain, il faut des structures. Et l'heure n'est plus au constat, mais bien à l'action. Le volet prise en charge ne doit plus être un sujet sur lequel on se penchera plus tard, quand on voudra s'en donner les moyens. En repoussant plus tard, on prend le risque de repousser à trop tard. Alors tout mon propos développé ici n'est certainement pas un cri de rage, mais vraiment un cri du cœur. Je suis guidée par mon âme de maman, évidemment. Maëlle a mis fin à ses jours car elle n'a pas vu d'autre solution à sa souffrance que celle d'ouvrir l'ultime porte. Avec notre ASBL, nous essayons évidemment de répondre comme nous le pouvons à tous ces appels de détresse que nous recevons, car nous savons combien le silence est terrible et combien protéger son enfant est la préoccupation majeure de tout parent. L'UNESCO, en 2019, pour rappel, a lancé une action sur la violence et le harcèlement à l'école. Et dans ce cadre, je cite, « La violence scolaire, sous toutes ses formes, y compris le harcèlement, est une violation des droits des enfants et des adolescents à l'éducation, à la santé et au bien-être. Aucun pays ne peut assurer à tous une éducation de qualité inclusive et équitable si les apprenants sont soumis à de la violence à l'école. » Alors je terminerai en vous disant que chaque enfant en souffrance est évidemment intolérable, chaque suicide est intolérable, tout silence face à ces appels à l'aide est intolérable. Alors aujourd'hui je pose la question, est-ce normal que des enfants et leur entourage ne sachent pas, dans notre société actuelle, où trouver de l'aide, un accompagnement ciblé et rapide face à leur souffrance? Je vous remercie pour votre attention. Voilà, pour compléter, ajouter en tout cas voilà, les réalités chez nous au niveau du CRIH et peut-être vous dire des réponses que j'ai un peu trop souvent entendues et voilà, que je ne souhaite plus entendre. Quand on nous dit « mais les parents n'ont qu'à s'adresser à la direction », tous les parents qui arrivent chez nous se sont déjà adressés à la direction. Qu'ils aillent voir le PMS. 90% des parents qui arrivent chez nous ont déjà soit vu le PMS, soit pris contact et attendent un rendez-vous qui aura lieu 1 mois ou 2 mois plus tard.
Si vous êtes vous-même parent, un délai de 1 mois ou 2 avant qu'on vous rencontre pour aider votre enfant quand vous le voyez en souffrance, c'est tout simplement inacceptable. C'est à peu près comme se pointer aux urgences et d'avoir un médecin qui vous dirait « Attendez 48 heures, hein, votre enfant a mal, mais ça va peut-être passer tout seul. » C'est pas possible. En tant que parent, vous allez démonter les urgences. Hein. On est tous d'accord, je pense, ici là-dessus. Or, c'est ce que vivent ces familles. Nous récupérons au sein du CRIH, finalement, des familles qui arrivent en général dans une colère terrible, dans un sentiment d'impuissance. Et c'est peut-être le pire sentiment quand on est parent, c'est de voir son enfant souffrir et de se sentir impuissant à l'aider, ou en tout cas de ne pas trouver de solution à l'aider. Ça demande réellement, c'est pas pour jeter des fleurs à mes collègues, hein, mais ça demande réellement une prise en charge très spécifique. Il faut pouvoir entendre cette colère, il faut pouvoir la gérer. Il faut pouvoir être dans une certaine forme de neutralité bienveillante, je vais l'appeler comme ça. Il faut pouvoir rencontrer rapidement les gens, proposer rapidement des solutions. Nous offrons aussi bien un soutien psychologique que des mises en place de méthodes d'intervention qui ont fait leurs preuves à l'étranger. La France est en train de déployer à grande échelle la méthode de la préoccupation partagée dans des milliers d'écoles. C'est une des méthodes que nous utilisons pour mettre fin aux dynamiques de harcèlement. Nous avons une juriste aussi dans l'équipe qui peut conseiller les familles parce que voilà, c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans le système judiciaire belge quand on est parent. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir en un seul lieu, une seule équipe, une prise en charge en tout cas la plus globale possible. Vu la commission dans laquelle vous êtes, j'imagine que vous connaissez les centres de prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. La création de notre service a certaines similarités. C'est vraiment l'idée de prendre en charge de manière la plus large possible en un seul endroit les personnes victimes et leur entourage. On a eu il y a quelque temps une jeune fille de 12 ans en 6e primaire qui a fait une tentative de suicide, retrouvée par sa grande sœur de 18 ans, inanimée. La grande sœur a dû gérer l'appel aux urgences, etc. Mais comme vous pouvez l'imaginer, la grande sœur avait aussi besoin d'un soutien et d'un accompagnement suite à des histoires comme celle-là. Voilà, je vais terminer là-dessus en revenant sur les demandes liées à notre pétition. Mais la première demande, elle est presque de l'urgence, puisque c'est d'éviter que notre service ne ferme ses portes en 2024, puisque faute de moyens, on en est là aujourd'hui. La deuxième demande qui est dans cette pétition, c'est de pouvoir dupliquer ce service. Nous avons toutes les semaines des appels d'ailleurs en Wallonie, puisque nous ne couvrons qu'une toute petite partie du Hainaut, des appels de Liège, de Namur, d'Arlon, de Tournai, enfin peu importe. J'étais encore, pour citer un exemple, il y a quelques jours avec une inspectrice de police de Huy, qui me disait « mais moi j'ai plein de demandes de parents, j'ai plein de dossiers, je les envoie chez qui ?» Est-ce que je peux les envoyer chez vous? J'ai dû lui dire non, évidemment, puisqu'on ne couvre pas cette zone-là. Et elle me dit, il n'y a pas de service équivalent dans ma région. Non, je ne peux pas vous orienter vers un... Voilà. Je lui dis, il reste les PMS et ce genre de service-là. Elle me dit, oui, mais ça, en général, ça a déjà été fait. Donc on est vraiment là dans un vide à ce niveau-là. Et à long terme, évidemment... Enfin, si je devais résumer un rêve, ce serait d'avoir un service spécialisé qui n'a pas besoin d'être une équipe de 40 personnes, je parle d'équipes de taille raisonnable, relativement réduite, mais d'en avoir un par province, afin que tout citoyen, en l'occurrence ici wallon, on va plaider la même cause à Bruxelles évidemment, mais que tout citoyen wallon, tout parent, tout enfant, puisse trouver une aide qui soit raisonnablement proche de son lieu de vie, je vais dire ça comme ça. Et je vais terminer en citant, c'est une traduction par mes soins, donc voilà, avec les réserves d'usage, mais en citant la chercheuse qui mène l'étude que j'évoquais tout à l'heure sur 50 ans, avec un suivi de 7700 personnes, qui aujourd'hui en ont plus de 50 ans. Donc c'est Madame Arsenault. Nous devons sortir de cette perception que le harcèlement est juste une part inévitable de l'enfance. Enseignants, parents et autorités doivent être conscients que ce qui se passe dans les cours de récréation peut avoir des répercussions à long terme sur les enfants. Des programmes pour prévenir le harcèlement promettent de réduire les comportements harcelants. Cependant, les chances d'éradiquer le harcèlement sont presque nulles. Et nous devons accepter que malgré de tels programmes, une part considérable de nos jeunes n'échappera pas au harcèlement. Des efforts doivent donc aussi se concentrer sur des interventions rapides afin de réduire la détresse des victimes et ainsi prévenir des problèmes qui peuvent persister durant l'adolescence et l'âge adulte.
J'ai oublié de le préciser, Madame Arsenault est docteur en psychologie et professeure au King's College de Londres, qui est une université londonienne. Je trouve qu'elle résume assez bien les choses. 1000 fois oui, il faut faire de la prévention, mais on ne peut tout simplement pas se contenter de faire de la prévention. C'est valable en harcèlement comme dans 1000 autres domaines. Hein. Personne n'imagine faire la publicité du 112 sans avoir des ambulances, des pompiers et des camions de police à disposition pour intervenir. Or, malheureusement, aujourd'hui, on fait de la prévention et il y a un programme très orienté prévention qui vient de se lancer à la Fédération Wallonie-Bruxelles et c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, lorsqu'il est question de prendre en charge les victimes, il n'y a plus grand monde et on se retrouve orienté exclusivement vers des services généralistes. Et je terminerai là-dessus en citant quelques mots, en paraphrasant plus exactement, quelques mots de Tom. Donc Tom, c'est le fils de Marc. Tom s'est suicidé et c'est ce qui a donné la création des mots de Tom. Tom a vu plusieurs psychologues. Tom a vu le PMS de son école encore 15 jours avant son décès. Il a eu des conseils, devenir ami avec ses harceleurs, ça n'a pas marché. On lui a dit que lui devait faire des efforts pour mieux s'intégrer, ça n'a pas marché. Et Tom, dans la lettre de 14 pages qu'il a laissée au moment de son décès, explique tout ça. Et explique la haine qu'il a développée à l'égard de tous ces intervenants qui l'ont mal conseillé, qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas écouté. Je suis convaincu que tous ces intervenants étaient de très bonne volonté et voulaient bien faire. Ce n'est pas une question de savoir si ces gens-là n'étaient pas compétents, simplement ils n'étaient pas assez spécialisés. Prendre en charge une famille et un enfant harcelé, pour le faire déjà depuis quelques temps maintenant, je peux vous assurer que ça implique de se remettre en question tous les jours. Et avec mes collègues, chaque mercredi à la réunion d'équipe, on a toujours au moins une situation où on se regarde tous en se disant « bon ». Qu'est-ce qu'on va faire là? On va réfléchir, on va essayer de trouver quelque chose malgré les 300 situations déjà traitées. On est régulièrement confronté à des situations qui nous obligent à nous remettre en question. Et sans cette spécialisation, je ne vois pas comment des généralistes, et je le dis sans aucun aspect péjoratif, il faut des généralistes, hein, bien sûr, mais je ne vois pas comment des généralistes pourraient y arriver. Et c'est le message qu'on a de ces services-là, des équipes PMS, des autres, des médecins traitants qui nous disent « je veux aider, mais honnêtement, je ne sais pas quoi faire et j'ai même peur de mal faire ». Voilà, j'imagine qu'on passe aux questions après. Je ne sais pas comment ça s'organise en pratique. Merci pour votre attention. Merci à vous. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que l'exercice est sans doute difficile. Je propose donc que nous procédions à un échange de vues, ce qui implique éventuellement effectivement des questions ou en tout cas des éléments de réflexion complémentaires et éventuellement des interventions des commissaires qui souhaiteraient apporter l'un ou l'autre élément. Alors, je vais peut-être prendre note de celles et ceux qui souhaitent d'ores et déjà se signaler pour intervenir. Monsieur Decken, Madame Bernard, Monsieur Sali, Madame Duraine, Monsieur Evart. Monsieur Decken, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les deux intervenants pour leur témoignage et l'engagement qui est le leur aujourd'hui au sein de chacune des associations. Je sais, pour avoir déjà rencontré Monsieur Plisnier, ô combien finalement ils font face à des besoins immenses avec des moyens qui sont, je dirais aujourd'hui, encore bricolés. J'aurais d'ailleurs par rapport à ça quelques questions, mais d'abord pour comprendre le lien entre l'école et le harcèlement, parce que ça fait partie un petit peu des questions de qui doit répondre, hein. J'y reviendrai, mais dans les cas que vous avez cités ou les exemples que vous avez donnés, le lien avec l'école est assez fort et évident, à la fois comme lieu d'origine et comme endroit où les questions et les solutions doivent se construire. Je voudrais que vous puissiez un peu préciser par rapport aux situations de harcèlement, comment l'école est, ou si et dans quelle mesure l'école est un lieu central par rapport à ça, même si ça déborde évidemment, puisqu'aujourd'hui on le sait, voilà, l'école c'est pendant un certain temps horaire, les réseaux sociaux et les activités en dehors de l'école sont bien larges. Je pense que c'est important qu'on puisse bien comprendre ces éléments-là. Alors, la demande qui est la vôtre et que nous trouvons en tout cas, et que pour ma part je trouve extrêmement légitime, c'est d'assurer un financement pérenne
de ce service pour répondre aux situations. Les chiffres que vous avez donnés sont édifiants, les proportions également et les limites du travail de prévention. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion d'échanger, il y a un financement qui est possible de psychologues via le fédéral. Est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui ce financement-là, il est assuré, il est pérenne? Ça, c'est une première question que je souhaitais vous adresser. Et puis, de l'autre côté, aujourd'hui, quels sont finalement vos contacts avec les autorités publiques? Vous avez démarché à la fois la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la fois ici les autorités régionales, notamment au travers de cette pétition. Où en est-on? Ça, c'est un élément qui me semble important. Et là, mon interpellation s'adresse plus à Madame la ministre. J'ai eu l'occasion d'interroger Madame Désir au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui explique que le débat est plus large que celui de l'école. Je l'entends bien. Mais à un moment donné, les demandes et le travail qui est le vôtre aujourd'hui au niveau des associations, ça ne peut pas être un renvoi vers différentes responsabilités politiques. Je pense que le rôle des pouvoirs publics, c'est de s'organiser, de se parler pour organiser une réponse et donner finalement un soutien structurel au travail qui est le vôtre, en s'assurant que tous les petits Wallonnes et petits Wallons, les francophones belges, etc., aient de la part des autorités publiques une réponse qui soit cohérente et structurée globalement. Donc la question que je voudrais adresser dans je pense, la ligne droite de votre pétition, et cette fois-ci à Madame la Ministre, c'est où en sont le dialogue entre les ministres compétents en région wallonne, en fédération et aussi à la COCOF. On vient d'avoir avec l'Evras, et on en parlera dans quelques minutes, un exemple qu'il y a moyen de construire des choses au-delà de la tuyauterie institutionnelle, avec un financement structurel. Je pense que c'est un exemple qui pourrait utilement être suivi pour répondre à la demande et aux besoins que vous avez exprimés et qui, malheureusement, les chiffres le démontrent, sont extrêmement prégnants et légitimes. Voilà à la fois les deux questions que je vais adresser, mais j'en profite également pour porter cette question-là au niveau de Madame la Ministre. Merci, Monsieur Decken. Madame Bernard? Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Mais d'abord, Madame et Monsieur, merci d'être venus aujourd'hui. Le PTB suit déjà depuis un certain temps le travail du CRIH, pardon. Et c'est un travail effectivement qui est essentiel puisque le harcèlement est un problème difficile. Votre combat est nécessaire, courageux et vous en avez vécu vous-même. Donc je comprends que c'est très courageux de votre part de venir témoigner, mais de prendre en main aussi le combat pour que ça n'arrive plus à d'autres. Et donc je pense que ce que vous venez d'expliquer ici montre que vos deux associations, vos deux institutions sont vraiment essentielles pour pouvoir protéger les enfants et leurs familles. Donc effectivement, le harcèlement, on vient de le dire, c'est un problème qui est extrêmement large. On sent qu'il y a une concentration qui se fait au niveau de l'école, puisque c'est souvent à l'école qu'il y a la possibilité de percevoir les problèmes, mais le harcèlement, il est partout. Une réflexion que nous faisons, c'est que la lasagne institutionnelle rend très compliqué de trouver un endroit où s'adresser, puisqu'on a effectivement, on interroge en communauté française, on interroge en rayon wallonne, et chaque fois, il y a un petit peu ce renvoi de balle qui est en fait insupportable quand on voit les histoires, les vécus concrets auxquels les enfants et leurs familles sont confrontés. C'est tout à fait absurde. Et donc, votre demande pour pérenniser le CRIH et pour multiplier le CRIH est tout à fait justifiée. Et donc, moi, je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas une conférence interministérielle ou quelque chose qui se mette en place avec tous les ministres et tous les nouveaux pouvoirs concernés pour qu'on puisse y faire face. Donc,
les cadres législatifs doivent aussi, je pense, être revus, puisqu'il y a effectivement des cadres législatifs qui existent, mais ils sont assez anciens. Donc tous les phénomènes nouveaux en matière de réseaux sociaux, etc., doivent aussi être pris en charge. Et votre centre est apparemment une preuve que c'est possible de prendre en charge les phénomènes, quel que soit le moment, le lieu où ils se présentent. Et donc, ce qui confirme vraiment l'importance de pérenniser votre action. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que vous offrez une prise en charge globale. Donc, il y a les parents, mais il y a aussi les enseignants, et j'aurai une question par rapport à ça tout à l'heure. Et il y a aussi l'entourage plus ou moins proche et aussi, si j'ai bien compris, une collaboration avec des professionnels. Donc c'est vraiment important de partir de votre exemple pour voir comment on peut le multiplier. Alors, les questions que j'aurais voulu vous poser pour que vous puissiez un peu compléter votre première présentation. Donc si j'ai bien compris, les familles et peut-être les jeunes aussi vous contactent essentiellement par mail ou par téléphone. Est-ce que ça serait utile pour vous d'avoir quelque chose du genre 0800, un numéro de téléphone comme Child Focus qui permettrait de pouvoir centraliser les appels et qui ait une promotion suffisamment large? Donc peut-être c'est une suggestion à laquelle Madame la Ministre pourrait éventuellement réagir. Avec les moyens dont vous disposez, quel est le volume de situations que vous pouvez prendre en charge par semaine ou par mois? Donc vous avez cité, il y a des milliers d'enfants qui sont victimes de harcèlement. Ils ne trouvent pas tous le chemin du CRIH, mais ceux qui trouvent le chemin, est-ce qu'ils peuvent être tous accueillis et accompagnés, eux et leurs familles? Quel est le retour que vous recevez des enfants et de leurs familles après la prise en charge? Est-ce que vous avez la possibilité de sensibiliser des enseignants, des éducateurs, de leur donner une formation ou bien est-ce que vous trouvez que ça doit être mis en place par un autre niveau de pouvoir? Quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez? Donc vous avez parlé des moyens humains et financiers, mais est-ce qu'il y a d'autres obstacles que vous rencontrez et que vous souhaitez partager ce matin avec nous? Vous avez une façon de travailler qui est à la fois prévention, intervention, détection et soutien. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'explications comment ça se passe concrètement? Et alors, pour terminer, et peut-être aussi Madame la Ministre pourra expliquer si elle peut donner une contribution dans ce cadre-là, pour un développement futur de la lutte contre le harcèlement, est-ce que si il y avait des centres créés dans chaque province, et je pense que l'idée de se référer au centre de prise en charge de la violence sexiste et sexuelle, c'est une bonne approche puisqu'elle est pluridisciplinaire, elle est globale. Si on créait des tels centres dans les différentes provinces, comment le CRIH pourrait contribuer à sa mise en place? Comment est-ce qu'on peut organiser des synergies, des collaborations et est-ce qu'on a déjà une idée du budget que ça pourrait représenter? Comme ça, on peut tout de suite aller chez les ministres concernés pour leur dire, voilà, on a besoin autant d'argent. Voilà, encore merci pour votre présence et merci pour votre courage. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion encore à échanger. Merci. Merci, Madame Bernard. Monsieur Sali. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, en tous les cas, merci pour votre témoignage. Et c'est vrai que je pense que personne ici ne peut parler à votre place. Perdre un enfant, c'est
Ben voilà, c'est un drame qui nous poursuit toute notre vie. Les années, le nombre d'années ne peuvent pas effacer la douleur. Et en tous les cas, à titre personnel, mais aussi au nom de mon groupe, nous sommes vraiment de tout soutien avec vous. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de prendre la parole après un témoignage, votre témoignage. Alors, c'est vrai que Sophie nous a fait part de ces différentes rencontres avec vous. Et elle, franchement, c'est pas parce qu'elle est là, mais c'est vrai qu'elle est fort attachée et elle suit le dossier avec beaucoup d'attention. La question, en tous les cas, du harcèlement scolaire, pas seulement scolaire, mais aussi dans le milieu sportif, hein, vous savez, est une préoccupation. Ce sont des préoccupations importantes pour mon groupe. Et d'ailleurs, sous l'impulsion de la ministre Caroline Désir, il y a eu, en tous les cas, une impulsion. Elle est venue, je pense, vous rendre visite à l'inauguration de vos locaux et des moyens d'action au milieu scolaire avec le décret climat scolaire ont été à cet effet engagés. Alors, moi, je pense qu'il est essentiel de travailler sur la prévention. La prévention, elle est importante pour éviter que des actes dramatiques ne se produisent et assurer ainsi le développement le plus épanouissant possible, en tous les cas, pour nos élèves, mais également dans les élèves dans l'école, mais aussi, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans le milieu du sport, mais aussi dans leur quartier, dans la vie de quartier. Il y a du harcèlement aussi dans le quartier, puissent en tous les cas aboutir à des résultats, à des solutions les plus significatives, en tous les cas, qui aident nos enfants à s'épanouir dans leur milieu de vie. Alors, moi, j'ai quelques questions. C'est pour éviter, Madame Bernard a parlé tout à l'heure de lasagne. Moi, je pense à ce qu'aujourd'hui, il y aura la question qui est importante, est-ce qu'il serait plus important peut-être de renforcer des services pour éviter justement de multiplier les lasagnes, ou alors vous pensez que multiplier les services comme le vôtre sur toutes les provinces est une solution? Voilà, moi je me dis, avez-vous des collaborations avec notamment, j'ai noté un passeport l'impasse, la Sentinelle, d'autres services. Est-ce qu'il convient plutôt de synergiser tout ce travail-là qui est fait par les différents acteurs de terrain pour essayer d'optimaliser l'offre d'information, d'accompagnement pour les parents, pour les écoles, pour les enfants, bien sûr en premier? Ou alors doit-on... C'est des questions que je pose, hein. On est là pour essayer de parler franchement. Ou alors on va encore créer une lasagne, une couche supplémentaire pour pouvoir... Donc voilà, ne faut-il pas réfléchir dans ce sens? La deuxième question, avez-vous à votre niveau, introduit une demande pour pouvoir inscrire votre projet dans un décret pour sortir du subventionnement facultatif renouvelable chaque année, ainsi de suite, pour l'intégrer dans un dispositif décrétal, que ce soit au niveau des plannings ou autres. Alors, une question aussi, il me revient en tous les cas que le plan Vandenbroek, notamment par les fameux 150 millions d'euros pour engager des psychologues, manifestement sous-utilisé. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez pu bénéficier de ce plan? Est-ce que c'est enfin, je veux dire, c'est quand même, si c'est le cas, je suis heureux, mais il me revient en tous les cas que ces moyens ne sont pas suffisamment exploités. Ne faut-il pas aussi creuser dans ce sens-là? Et voilà. Alors, sans rentrer, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et mes collègues, je vais laisser aussi la possibilité à mes collègues de poser un certain nombre de questions. J'ai une question à poser à la ministre. Je pense qu'on est là aussi pour rassurer, parce que monsieur a parlé de perspective 2024 pour le financement. Ben voilà, donc, Madame la ministre, je sais que vous êtes sensible à cette question et je suppose que vous allez répondre à leurs préoccupations. J'ai juste envie de vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, la question de la scolarité, des problèmes de harcèlement dans les écoles, dans le sport, au jour d'aujourd'hui, c'est une compétence qui relève effectivement exclusivement de la communauté française, de la Fédération des Bruxelles, et qu'il convient à un certain moment donné, et je sais qu'il y a des groupes de travail, il y a les différents cabinets de la santé mentale, de la jeunesse, qui se voient, qui se rencontrent. Je pense que l'intelligence collective va à un certain moment donné proposer des solutions qui peuvent apporter des réponses. Voilà un peu, dans un premier temps, ce que j'ai envie de dire, Monsieur le Président, pour essayer de réagir à vos questions, mais surtout, si vous pouviez répondre par rapport à la question d'éviter, encore une fois, de rajouter une couche à la lasagne, parce que sinon,
plus personne ne va se comprendre. Hein. Je dirais déjà les parents ils sont désemparés, quelquefois ils ne savent plus à qui s'adresser. Demain on va créer encore d'autres structures. Moi je suis plutôt pour favoriser les synergies, pour favoriser des collaborations, pour vraiment réunir l'expertise et le savoir-faire d'un domaine pour essayer de ne pas multiplier les interventions. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment en tous les cas. En fonction de vos réponses, je reviendrai peut-être avec une autre question. Merci. Merci, Monsieur Sali. Madame Buren. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais vraiment remercier Madame et Monsieur pour vos témoignages ce matin. C'est vrai que je suis maman également, et donc je crois qu'ici personne ne peut rester insensible face à ces drames. J'ai été confrontée auparavant, j'étais pharmacienne, et donc j'avais, voilà, régulièrement, malheureusement, je dirais, des mamans ou des jeunes qui... j'avais la chance d'être au sein d'un village, et donc on connaissait tout le monde, et qui venaient parfois pour parler tout simplement. Et c'est vrai que j'étais parfois démunie. Je ne savais que faire. Et donc vraiment, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Et on le sait, le harcèlement scolaire a des conséquences très graves pour les enfants qui sont harcelés. Je dirais aussi pour les harceleurs et les témoins passifs, quelque part, malheureusement. Et comme ça a été dit par mes collègues, c'est surtout une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Malheureusement, c'est le système institutionnel belge qui est comme ça, qui est complexe. Vous le savez comme moi, nous avons différents ministres à différents niveaux de pouvoir. Et donc, il est vrai que je vais dans le sens je dirais une rencontre, un comité entre les différents ministres avec les différentes matières touchant cette problématique est important, selon moi. C'est la première chose. Ici, en région Wallonne, nous sommes compétents pour la prévention. J'entendais bien, j'ai noté les chiffres que vous donniez, monsieur, que malgré la prévention, ça ne réduit malheureusement que de 20 à 30%. Et donc, l'ampleur du phénomène, et donc ça n'est rien du tout. Mais voilà, je pense qu'il est hyper important quand même de travailler sur cette prévention. Alors, au niveau de la fédération, je ne vais pas reciter tout ce qui a été dit, mais il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Monsieur en a parlé également ici. Vous savez que le gouvernement avait approuvé en avril dernier, en dernière lecture, un avant-projet de décret qui est relatif donc à l'amélioration du climat scolaire et la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement à l'école. Je pense que, comme M. Sali l'a dit, ce qu'on pourrait peut-être faire ici au niveau de la région wallonne, en tout cas pour mon groupe, c'est la proposition, c'est peut-être d'abord identifier de façon plus claire les réseaux d'associations, peut-être les services, le personnel, les personnels médico-sociaux qui permettent déjà à l'heure actuelle la prise en charge rapide, je dirais, des victimes et des familles. Il existe des services de santé mentale, il existe des services de répit. Et peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une question que mon groupe se pose, pourquoi ne pas élargir leur mission. J'entends bien que vous avez deux demandes urgentes. Donc la première, c'est le budget. Que vous avez déjà reçu, entre guillemets, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, un premier budget de 230 000 € et un deuxième de 50 000 €. Et la deuxième, c'était de dupliquer peut-être les services et en avoir un, pourquoi pas à terme, au niveau de chaque province. Mais voilà, je pense qu'avant toute chose, avoir une réflexion déjà ici de ce qui existe et de ce qu'on pourrait éventuellement élargir. Alors, j'avais une autre question, c'est que, voilà, je le sais, vous avez eu bien sûr des contacts avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour mon groupe, monsieur,
Madame, je ne sais pas, mais monsieur, vous avez eu l'occasion de rencontrer Nicolas Janssens, voilà, qui est fort investi au niveau de la santé mentale. Et est-ce que vous avez pu discuter de votre souhait de pérenniser finalement le service et de créer d'autres services au niveau des différentes provinces? Et ma deuxième question, voilà, je pense connaître la réponse. Est-ce que vous avez pu déjà bénéficier de subsides régionaux? Voilà, je pense que non, mais je vous la pose quand même. Si oui, eh bien, quand et combien, bien sûr, avez-vous pu bénéficier? Et à ce moment-là, quel a été le motif afin de pouvoir bénéficier de subsides? Voilà, pour un premier tour, je vous remercie. Merci Madame Duren. Monsieur Evart, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être ici. Je pense que c'est important dans la méthodologie de travail au niveau social qu'on puisse vous écouter. Depuis l'histoire du travail social, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Il y a eu des drames, à un moment donné une réponse qu'on essaye individuelle, ensuite collective. Et puis après, il faut passer au travail qu'on appelle communautaire, c'est-à-dire d'aller bousculer les décideurs, d'aller bousculer et d'aller revendiquer auprès des décideurs pour justement avoir une réponse globale de la société. Et c'est ce qui est porteur de sens à un moment donné. Et donc voilà, vous êtes ici et je pense qu'on doit vous entendre et vous écouter par rapport à ça. Alors j'ai plusieurs questions. Tout d'abord, la première, qui est peut-être un peu plus large, mais par rapport, je dirais, au phénomène de l'harcèlement scolaire, comme vous l'avez dit, il n'est pas nouveau. Est-ce que vous avez des études sur l'évolution, je dirais, de ce phénomène à travers le temps et la réponse sociétale qu'on a donnée à travers le temps par rapport à ce phénomène que vous avez dit lui-même, qui ne disparaîtra pas, qui, même malgré tous les efforts qu'on pourra faire, ne disparaîtra pas. Et donc, il faut avoir à un moment donné une réponse. Mais voilà, à travers le temps, comment la société a pu répondre. Si vous avez des études ou des livres à nous orienter, je vous remercie. Deuxième question, vous avez parlé de votre méthode d'intervention qui a l'air travailler, je dirais, scientifiquement. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un peu plus d'informations par rapport à cette méthode d'intervention et aussi, même chose, nous orienter peut-être vers des études ou une manière de, je dirais, d'évaluer ces méthodes de manière un peu plus peut-être scientifique. Je suis sûr que vous avez ça dans vos données. Alors, mes collègues l'ont dit et je pense que c'est une évolution souhaitable qu'on essaye d'intégrer ici en Wallonie, qui est déjà dans pas mal de régions, c'est une manière comme ça qu'on travaille, mais c'est le travail en réseau. Travail en réseau au niveau santé, au niveau social. Si on veut déployer les interventions, il faut absolument que cela s'intègre dans un travail de réseau. Il faut qu'on ait des généralistes, alors pas spécialement des médecins généralistes, mais des premières lignes qui à un moment donné sont sollicités parce qu'ils sont au plus proches, que ce soit des enseignants, que ce soit des psychologues, que ce soit des éducateurs, que ce soit un parent, que ce soit... On est tous en quelque sorte des premières généralistes où on peut avoir cette première réponse et cette première demande, mais à un moment donné, il faut pouvoir s'orienter vers une aide un peu plus spécialisée et cela est possible que si on travaille ce réseau et donc il est important d'inscrire votre travail et votre méthodologie de travail vraiment dans ce principe de réseau. Mes collègues l'ont aussi abordé, c'est sur la question du financement actuel. Vous l'avez présenté, le financement futur, que, entre guillemets, que c'était ce que vous souhaitez, mais vous n'avez pas parlé de votre financement actuel, donc ça serait intéressant d'avoir ce point de vue aujourd'hui. J'ai vu aussi, et c'est ce que vous avez mis dans votre rapport, hein, c'est l'action de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont été mis en place. Si vous savez peut-être juste aussi expliquer en quelques mots, je dirais, la réponse de la Fédération Wallonie-Bruxelles par rapport à votre demande. Alors,
je trouve qu'il y a une réponse qui est inaudible, c'est les compétences de la Belgique. C'est pas possible d'entendre ça. Je veux dire que la Belgique est compliquée et qu'on va savoir rien faire parce que la Belgique est compliquée et qu'on n'a que des petites compétences, c'est inaudible. Quand on a décidé que la lutte contre le tabac était important, est un enjeu national, on a agi avec un plan national. Quand on décide que l'alcool est un problème, on décide de travailler sur un plan national. Je pense qu'en Belgique, on a des systèmes, on l'a montré pendant la crise Covid, on l'a montré à différents moments où quand on décide de se relever les manches, de travailler ensemble, c'est tout à fait possible, chacun dans ses compétences, de mettre chacun du sien et d'arriver avec un plan national. Ou bien ici, par exemple, on va discuter du plan Evras qui est plutôt, on va dire, un plan francophone. Mais donc, quand il y a la volonté, il y a moyen, à un moment donné, de dépasser cette réponse qui est inaudible, de dire on n'a pas de compétences ou on a moins de compétences. Pour avoir un plan national, il faut peut-être avoir la situation peut-être en Flandre. Est-ce que du côté flamand, on est sensibilisé autant que du côté wallon par rapport à cette situation? Quelles sont un peu les discussions qu'il y a de ce côté-là, je dirais, de la frontière? Alors, ça c'est peut-être des questions plutôt à Madame la Ministre. Dans le plan wallon de promotion et de prévention de la santé, il y a deux actions qui concernent le harcèlement scolaire. Il y a l'action 144 et l'action 153. 144, c'est renforcer les actions contre le harcèlement scolaire. Hein, donc c'est dans nos compétences de prévention, avec des indicateurs tels que le type d'intervention, le nombre d'actions. Et je voulais voir avec Madame la Ministre si il y avait déjà une évaluation et comment ces actions pouvaient se mettre en place. Et puis il y a l'action 153. Qui est de former les professionnels à l'utilisation des dispositifs d'intervention immédiate en situation de crise en termes de santé mentale. Est-ce que vos actions ne peuvent pas rentrer dans une action aussi de prévention et de promotion de la santé? Et alors, la dernière question, qui est peut-être un peu plus subsidiaire, mais je pense qu'il est aussi important au niveau sociétal. Le harcèlement, il est scolaire, mais il est aussi au niveau du travail, au niveau, on le voit avec le nombre de burn-out qui explose. Est-ce que vous avez des demandes, peut-être plus adultes? Est-ce qu'il y a une préoccupation par rapport à cela, puisque, comme vous l'avez dit, des fois les séquelles vont bien au-delà, des fois 40 ans après les faits, et donc voir un peu si cette problématique est aussi portée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Evert. Eh bien, je me propose de vous rendre la parole. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc l'exercice n'est pas facile, mais je vous en prie. Voilà, il y a effectivement beaucoup de questions. Donc je vais essayer de répondre à tout le monde en regroupant, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se regroupent, évidemment. Si j'oublie une de vos questions, je m'en excuse par avance. Il y a peut-être quelque chose qui va m'échapper. Alors, sur le premier point où je vais regrouper plusieurs choses, la question du scolaire, non scolaire, sportif, parce que vous avez tout à fait raison de le souligner. Le milieu sportif, je pense qu'on commence à peine à soulever la carpette pour voir ce qu'il y a en dessous dans le monde sportif en matière de harcèlement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai eu une fois une discussion avec des gens de l'ADEPS, justement, par rapport à cette question-là. Vous dire simplement qu'aujourd'hui, dans les situations que nous prenons en charge, en fait, des situations que je vais appeler de harcèlement scolaire pur, nous n'en avons quasiment plus. Ça ne concerne plus que le début du primaire. Donc évidemment, quand on a des enfants de 6 ans, en général, on a du harcèlement scolaire que je vais appeler pur, dans le sens purement scolaire, hein, bien entendu. Mais par contre, dès qu'on arrive en milieu, fin de primaire, toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés comportent à la fois évidemment des agressions, des intimidations qui ont lieu pendant le temps scolaire, mais aussi, et parfois même davantage, des agressions et des intimidations qui vont avoir lieu en dehors du temps scolaire. Le soir, le week-end, dans le quartier, via les réseaux sociaux, au club de sport, parce que parfois on joue au foot dans la même équipe que le gars qui nous ennuie, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est évidemment impossible de dresser un tableau total de tout ce qui est tous les cas de figure possibles. Mais aujourd'hui, en fait, et c'est une caractéristique du harcèlement, c'est que le harceleur, dès qu'il a une opportunité d'agresser et d'intimider sa victime, il va sauter dessus.
Et lui, que cette opportunité se présente dans la cour de récré, dans les toilettes de l'école, dans les douches du club de foot, sur Internet ou ailleurs, ça ne va rien changer à l'équation. Donc le harcèlement n'est pas une problématique strictement scolaire, loin de là, parce qu'elle déborde totalement de l'école. Et d'ailleurs, les écoles sont très divisées par rapport à ça. Il y a des directions d'école qui ont une position de dire si ça se passe en dehors de l'école, c'est pas notre problème. Et d'autres qui disent bon, ben, ça a des répercussions sur nos élèves, donc on se sent quand même concerné. Il y a une grande variation de réaction par rapport à ça. Donc voilà, sur toute cette question, en tout cas du côté scolaire, non scolaire, cyber, etc. Et nous avons évidemment aussi des demandes qui sont peu ou pas liées au monde scolaire. J'avais encore hier au téléphone une maman, son fils de 17 ans n'est plus scolarisé depuis plus d'1 an et demi, tout simplement parce qu'il a été victime d'une réputation. Il a eu, je veux dire, une drague lourde et qui n'est pas du tout acceptable. Il aurait mérité une baffe dans la figure, on est bien d'accord. Mais sauf qu'on lui a fait une réputation du coup de violeur, pour une main aux fesses, pour dire les choses explicitement, et il méritait une baffe dans la figure à ce moment-là, c'est évident, mais on lui a fait une réputation violeur, il s'est fait passer à tabac par des jeunes qui se sont organisés en réponse à ça, il n'est plus scolarisé, il est toujours harcelé de manière cyber dans son quartier, etc. Donc là, on est vraiment dans un exemple de situation, en tout cas, où les choses ont dérapé, suite à un geste posé à la base par ce jeune-là qui méritait un recadrage, je vous dis 15 ans de planning, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais là, ça a clairement dérapé derrière. Donc voilà, il y a vraiment une énorme variété de situations. On ne l'a pas cité non plus. On est aussi régulièrement sollicité dans les hautes écoles, voire dans les universités. Le harcèlement ne s'arrête pas parce qu'on a son CESS. Il faut être réaliste par rapport à ça. Alors, un autre point qui est revenu dans beaucoup de questions, la question de... Alors, vous avez parlé de complexité, de lasagne institutionnelle. Je vais mettre un peu tout ça dans le même point. Il est évident qu'aujourd'hui, pour nous, c'est extrêmement compliqué puisque le harcèlement, c'est du secteur enseignement. Vous l'avez dit, bien sûr. C'est aussi de la question de la santé mentale, parce que quand vous avez une jeune fille de 12 ans qui fait une tentative de suicide et qu'il faut faire un travail avec elle et sa famille pour qu'elle puisse retourner à l'école, on est en plein dans la santé mentale. C'est aussi une question d'égalité des chances, puisque de nombreuses situations de harcèlement sont liées à de la discrimination, de genre, d'origine, de religion, de couleur de peau, enfin toutes les discriminations que vous pouvez imaginer. On a une petite fille de 8 ans, scolarité sans problème. Et puis l'année dernière, catastrophe, elle a commencé à se faire insulter, traiter de monstre, etc. La seule chose qui a expliqué ça, c'est que cette petite fille qui habite en Belgique depuis sa naissance, sa maman et sa famille sont d'origine russe. Donc il a suffi de quelques parents qui ont dit à la maison que les Russes sont des monstres pour que la petite Elena, à l'école, elle se fasse traiter de monstre à 8 ans. Donc c'est aussi une forme de discrimination un peu particulière et contextuelle. Mais... Donc c'est aussi de l'égalité des chances. C'est aussi des matières qui touchent évidemment des enfants, des jeunes, de la santé à l'école. Donc vous connaissez tout ça mieux que moi, mais je pense que là, si je devais faire une liste de ministères, j'en ai cité 8 ou 9. Parce que l'égalité des chances, c'est chez vous et c'est aussi au fédéral. La santé, c'est chez vous, c'est aussi au fédéral. L'enseignement, c'est à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'égalité des chances... Enfin voilà, je ne vais pas faire la liste, mais elle est longue, on est d'accord. Donc oui, effectivement, on a essayé de contacter un maximum de personnes, que ce soit via les cabinets ou autres, à ce niveau-là. Nous avons eu des retours à certains endroits et pas à d'autres. Et là, je vais rebondir du coup sur la question des psys de première ligne et du budget fédéral à ce niveau-là. Nous avons effectivement eu des rencontres avec le cabinet de M. Van den Broek et une convention est depuis quelques mois signée avec le réseau de santé mentale de notre région et les 2 psychologues à mi-temps qui travaillent chez nous sont désormais conventionnés dans les psys de première ligne et on travaille en partenariat avec le réseau de santé mentale. Ça bat encore un petit peu de l'aile en termes d'efficacité, je vais dire, sur le terrain et de facturation possible à Ninami, tout simplement parce que le réseau de santé mentale de notre région n'a pas encore mis en route une part spécifique de ces missions-là qui s'appelle les autres missions et qui permet de faire de l'outreaching, donc d'envoyer nos psychologues dans les écoles, que ce soit pour des rendez-vous avec des jeunes ou que ce soit par exemple pour rencontrer une équipe éducative qui est mise en difficulté par une situation et pouvoir faire un travail, je ne sais pas si consultant c'est le bon mot, mais en tout cas un travail de soutien des professionnels. Tout ça est prévu dans les autres missions, mais notre réseau de santé mentale n'a pas encore administrativement activé ces possibilités-là. Ça devrait se faire sous peu, mais je ne peux pas m'avancer pour eux. Évidemment, dès que ce sera actif, on va sauter dessus parce que nous, c'est ça le plus gros des missions qu'on pourra valoriser dans le système fédéral psy de première ligne, les 150 millions que vous évoquiez, quoi. Donc voilà, pour la réponse à cette question-là.
Je vais un peu plus loin sur la question du réseau au sens large du mot. Nous travaillons alors avec les services d'assistance policière aux victimes. Toutes les semaines, on a des situations qui nous sont envoyées par des personnels policiers des services d'assistance policière aux victimes. Nous travaillons avec les services de santé mentale qui réorientent chez nous. Nous travaillons avec des services hospitaliers comme, c'est pas Openado, c'est Passado du groupe Jolimont qui est, donc c'est de l'hospitalisation pour des jeunes en pédopsychiatrie, un certain nombre pour des situations liées au harcèlement, et ces services d'hospitalisation sont fort démunis quand ils sortent et donc cherchent des ressources plus en termes ambulatoires pour accompagner la sortie, de retour à l'école, etc. Nous travaillons aussi évidemment avec tout ce qui est le monde scolaire, hein, les écoles, les PMS, les PSE, ça c'est évident. Qui est-ce que j'ai oublié? Les AMO, nous avons formé récemment et nous travaillons, puisque nous sommes sur la Louvière, avec des éducateurs de la ville de la Louvière, éducateurs de rue, Maison de Jeunes, la Mado de Charleroi. On a déjà travaillé avec la Maison Arc-en-Ciel aussi, puisqu'il y a des situations de harcèlement qui découlent de discrimination liées aux questions LGBTQIA+. Voilà, j'en oublie certainement dans nos partenaires, mais comme vous le voyez, ils sont très nombreux et nous travaillons déjà avec beaucoup de monde. Parfois, on a rencontré des médecins traitants aussi, parce qu'il y a des médecins traitants occasionnellement qui orientent chez nous également. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas encore du tout abordé? La question de l'intercabinet, peut-être. Là, je vous avoue, je ne sais pas trop quoi vous dire, puisque ça fait un an qu'on m'en parle et que je n'ai aucun retour. Donc, je ne sais pas, je ne saurais pas, moi, vous répondre sur est-ce qu'il y a des discussions intercabinets entre l'enseignement, la santé, l'égalité des chances, à leurs différents niveaux de pouvoir qui ont pu se faire. Je n'en sais rien. Voilà, je suis incapable de répondre à cette question-là. Je sais simplement que ça a été évoqué il y a déjà plus d'un an, mais je ne sais pas où en est l'avancement de ces éventuelles discussions-là. Je peux simplement vous répondre qu'effectivement, et là, je le dis sans me vexer, hein, mais quand je vais à l'enseignement, on me dit que la prise en charge des victimes de harcèlement, c'est une question de santé mentale, et quand je viens vous voir ici, on me dit que c'est une question d'enseignement. Donc, voilà, j'ai envie de dire à un moment il faut peut-être se mettre d'accord par rapport aux réponses qu'on me donne, parce que si tout le monde me dit qu'il faut aller sonner chez le voisin, à un moment j'aurais fait le tour de la rue et je ne sais pas où je vais aller après. Donc voilà, ou alors je suis tout à fait d'accord que ce sont des responsabilités certainement partielles de chacun de ces niveaux de pouvoir, ça j'en discute pas un instant, et on en revient à la question de financement interministériel, bien sûr, hein. Ça je pense que c'est la solution la plus logique et la plus réaliste par rapport à la problématique. On me demandait des chiffres pratiques, alors nombre de situations prises en charge, etc. Sur une grosse année, nous avons eu approximativement 400 demandes, nous en avons pris la moitié en charge. Pourquoi n'avons pas nous pris l'autre moitié en charge? La raison principale pour la majorité de ces demandes-là, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas sur notre territoire. Nous avons un territoire actuellement qui couvre grossièrement 300 000 habitants. À l'ouverture de service, c'était le double, mais on a très vite dû le réduire vu le volume des demandes et notre capacité à répondre aux demandes. L'autre motif pour lequel on n'a pas pu répondre à certaines demandes, c'est qu'il y a des demandes qui viennent exclusivement d'adultes. Donc ce sont des situations dans lesquelles aucun étudiant mineur ou mineur n'est impliqué. Ça, on a fait le choix de ne pas les prendre, parce qu'encore une fois, si on n'arrive déjà pas à répondre aux demandes des enfants et des ados, on ne va pas prendre celles des adultes, mais on a des demandes d'adultes très, très régulièrement. Et alors ils nous demandent, et c'est quoi le service équivalent pour les adultes? Il n'y en a pas. Donc voilà, on les réoriente vers la police ou des services comme ça. En général, il n'y a pas 50 000 options. On me demandait aussi, et là je vais peut-être me permettre, ce sera très court, mais un retour. Je vais peut-être vous lire c'est pas très long, hein, c'est un petit mot qu'on a trouvé sous la porte un jour, d'une jeune fille qu'on a suivie à l'époque Sophia, donc il y a déjà 2-3 ans. Donc maintenant elle a 19-20 ans je crois, elle doit bien avoir 20-21 même aujourd'hui. Voilà, c'est un retour parmi d'autres, hein, mais merci. Vous avez été là pour moi dans le pire moment de ma vie. Toute votre équipe est géniale. Vous avez su me rassurer, me guider, et grâce à vous, je me sens bien dans ma vie. Si un tel service n'existait pas aujourd'hui, ma vie serait totalement différente. Vous avez été à mon écoute et de bons conseils. Maintenant, je travaille et donc je laisse ma place à d'autres jeunes qui en ont besoin. Vous avez été indispensable pour moi. Votre travail est formidable. Je voulais juste, vous dire un grand merci. Voilà, vous en penserez ce que vous voulez, mais c'est un petit mot qui m'avait beaucoup touché le jour où on l'a retrouvé en dessous de la porte.
Voilà, pour ce qui est des retours, maintenant pour être un peu plus... comment je vais dire, chiffré dans nos retours. Comme tous les services de soins de santé, nous n'avons pas 100% de taux de succès, ce serait mentir de le dire. Des derniers chiffres qu'on a pu faire, on a un taux de résolution satisfaisant des situations de l'ordre de 80%. Donc un taux de résolution satisfaisant, c'est quand la famille, l'enfant, selon l'âge, nous dit « Ok, ça va mieux, j'ai l'impression d'avoir pu reprendre une vie raisonnablement normale ». Quand je dis raisonnablement normal, ça veut dire que des disputes, des petites agressions, une petite insulte sur Internet, il peut toujours y en avoir. Mais en tout cas, on a pu sortir la situation d'une phase, je dirais, de crise aiguë et de danger pour l'enfant concerné au premier lieu, mais aussi pour son entourage. Donc, j'ignore totalement en termes de soins de santé quels sont les taux de réussite, mais j'estime que 80%, c'est quand même déjà, c'est pas si mal, quoi. Donc voilà. Tout ce qui est formation des professionnels, oui, nous donnons énormément de formations aux quatre coins de la Belgique. Je vais à Verviers dans pas longtemps, on va à Lessines, à Tournai, enfin bref, on est très très sollicité à ce niveau-là, alors que c'est payant puisque c'est une de nos sources de financement propres. Nous sommes très très sollicités par des enseignants, des équipes PSE, des éducateurs, enfin plein de gens en fait, bien plus large que le monde strictement enseignant, qui est en recherche de formation et de formation concrètes. Parce qu'en général, les formations théoriques, ils en ont déjà eu 50 et ils n'en veulent plus. Par contre, quand on leur fait faire des mises en situation sur base de situations concrètes avec des méthodes d'intervention qui ont fait leurs preuves, ça donne de meilleurs résultats. Ce qui me permet d'enchaîner sur les méthodes d'intervention, puisqu'il y avait une question là-dessus. Alors, on en utilise plusieurs, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. L'idée, c'est d'avoir une trousse à outils et tel un plombier, d'avoir le bon outil au bon moment à sortir. Mais une de celles qu'on utilise le plus, c'est la méthode dite de la préoccupation partagée. Elle a été validée scientifiquement par des études sur plus de 1000 interventions par l'Université de Versailles en France. Et Jean-Pierre Bellon, qui est son créateur, est un des 3 experts nommés par le gouvernement Macron dans le cadre du plan phare, qui est un grand plan de lutte contre le harcèlement en France qui s'est déployé maintenant depuis environ 2 ans. Et je ne saurais pas vous dire où ils en sont exactement, mais ils sont en train, en tout cas depuis 1 an maintenant, de former massivement des professionnels à cette méthode-là d'intervention, parce que son taux de réussite est vraiment très bon aussi. On est aussi, selon les études, entre 75 et 85%. Donc c'est une méthode qui marche très bien en termes de harcèlement. Donc voilà, et en Belgique on commence à avoir un petit peu des formations qui se déploient là-dessus, mais c'est assez récent. À ma connaissance, il y a 2 personnes sur toute la Belgique, en tout cas francophone, qui donnent des formations certifiantes à cette méthode-là actuellement. Quoi d'autre encore? Oui, la question des services spécialisés versus, je vais le dire comme ça, la question de renforcement des services généralistes. Alors c'est une vraie question qu'on s'est posée aussi nous-mêmes. L'approche que nous défendons, c'est un peu la même que pour les incendies. C'est-à-dire qu'en première ligne, il faut former des gens à pouvoir avoir les bons réflexes. En incendie, on appelle ça des EPI. Ce sont des gens qui savent se servir d'un extincteur. Je suis pour mon ASBL, donc je connais un peu le truc. On va passer une journée avec les pompiers, on se met dans la fumée, enfin vous voyez peut-être de quoi je parle. Et la première chose que les pompiers m'ont dit quand j'ai été me former là-bas, c'est on va vous former à gérer les petites choses, les débuts. Mais si votre bureau entier est en feu, vous n'essayez même pas d'attraper l'extincteur, vous sortez, vous faites sortir les autres, vous mettez un minimum de sécurité et vous appelez les experts, c'est-à-dire nous les pompiers. C'est vraiment le modèle qu'on défend. En première ligne, dans les PMS, dans les écoles, dans les maisons de jeunes, dans les clubs de sport, partout, on milite, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait des gens qui aient une formation minimale et qui soient vraiment des référents de première ligne, qui aient les bons réflexes et qui évitent les mauvais réflexes. On ne met pas de l'huile, on ne met pas de l'eau sur la friteuse qui est en train de flamber, c'est un peu la même logique. Bien formés, ces gens-là pourront, je pense, gérer 70-75% des situations qui se présenteront à eux, peut-être même davantage. Et puis, il restera toujours les situations de haute intensité, et pour lesquelles nous estimons qu'il faut des casernes de pompiers, qu'il faut des services spécialisés. Ils seront peu sollicités par rapport aux 100% des situations, ils interviendront peut-être que dans 10 ou 15% des situations. Mais ces situations-là, c'est des situations où ça peut déraper, où vous pouvez avoir une tentative de suicide en 48 heures. Il y a une situation où on a eu ça, où vous pouvez avoir vraiment des drames qui vont extrêmement vite. Et là, en général, la première ligne, même formée,
est dépassé, n'est pas en capacité de répondre. La pièce est entièrement en feu et là il vous faut quelques casernes de pompiers. Mais il est évident qu'on ne peut pas mettre un pompier dans toutes les écoles, dans tous les clubs de sport. Ça on est bien d'accord là-dessus. Donc pour moi il faut faire les deux, j'ai envie de vous répondre. C'est-à-dire qu'il faut renforcer le généraliste et, ce qui est très rassurant d'ailleurs pour la première ligne, lui faire savoir qu'il existe en deuxième ligne, en renfort face aux situations les plus lourdes, une caserne de pompiers. C'est beaucoup plus rassurant pour moi personnellement de savoir que si j'ai un incendie, si je ne sais pas le gérer, il y a des professionnels qui vont venir. Par contre, si vous me dites « Ah non, tu dois gérer tous les incendies tout seul », j'ai beau savoir la différence entre un extincteur AB, je ne me lance pas là-dedans, quoi. C'est juste pas mon job. Donc voilà, pour ce qui sera de ma réponse par rapport à ça. On me demandait des études sur l'évolution du phénomène. Le harcèlement en soi n'augmente pas. En tout cas, il n'y a pas plus de harcèlement aujourd'hui qu'hier. Simplement, notre société ne le tolère beaucoup moins. On pourrait faire un parallèle avec le racisme, on pourrait faire un parallèle avec le sexisme. Il y a plein de choses qui, il y a 30 ans, étaient banales et tout à fait normales et qui aujourd'hui sont devenues intolérables dans ces matières-là. Et c'est pareil pour le harcèlement. Avant, un gamin qui rentrait avec des bleus partout de l'école, « Oh, t'es tombé », bon, ben voilà. Aujourd'hui, on s'en inquiète et on creuse. Donc, je ne pense pas qu'il y a plus de harcèlement, mais on le tolère beaucoup moins qu'avant. Et alors, clairement, l'explosion du domaine cyber crée de nouvelles formes de harcèlement et surtout, c'est un accélérateur. Je vais rester dans ma métaphore de l'incendie. Le cyber, ça ne crée pas plus d'incendies, mais c'est un accélérateur de feu. C'est-à-dire que là où avant, un enfant pouvait résister des mois à du harcèlement scolaire parce qu'il se rechargeait les batteries quand il était à la maison, aujourd'hui, comme il est harcelé H24, en permanence, il n'y a plus aucun moment pour recharger ses batteries. Et aujourd'hui, on a des passages à l'acte après 2, 3, 4 semaines de harcèlement. Là où on sait que par le passé, un passage à l'acte, il venait en général après des mois de harcèlement, voire des années. Tom, il a tenu quasiment toute sa scolarité secondaire. Voilà. Aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, il n'y a plus aucun gamin qui peut tenir comme ça et encaisser pendant aussi longtemps. Et ça renforce la nécessité d'une intervention rapide. Un rendez-vous dans 2 mois, il y a des situations, c'est juste trop tard, c'est pas possible. Donc voilà, il n'y a pas fondamentalement plus de harcèlement aujourd'hui qu'hier, mais on le tolère moins, il est plus rapide. Et alors, dernier point peut-être, une étude récente européenne là-dessus, la situation de polycrise que nous avons connue, notamment la crise sanitaire, a créé en fait plus de victimes potentielles et plus d'auteurs potentiels. Plus de victimes parce qu'on a, vous le savez, la santé mentale n'est pas très bonne, surtout chez les jeunes. Donc ça fait plus de jeunes fragilisés et donc plus de victimes potentielles. Mais alors il y a un double effet. C'est que des jeunes qui ne vont pas bien, certains vont faire le choix d'extérioriser ce mal-être par une agressivité à l'égard des autres. Et donc ça va renforcer aussi le risque d'avoir plus d'auteurs potentiels. Donc clairement, la situation de polycrise sanitaire et autres que nous vivons ces dernières années participe certainement aussi à une augmentation du phénomène, mais il est encore un peu tôt pour avoir des études larges là-dessus, quoi. Je n'ai pas répondu. Oui, la question du numéro 800. C'est une très bonne idée, mais alors donnez-moi 10 personnes pour répondre au téléphone, parce que si on le fait à l'échelle de la Belgique francophone, je pense que c'est ce qui va se produire. Donc il faudra des gens pour décrocher le téléphone, et surtout, c'est bien de décrocher le téléphone, c'est bien d'écouter, mais si derrière il n'y a pas de capacité de prise en charge, malheureusement, le numéro écoute enfant, je trouve ça génial. Le souci, c'est que derrière, de nouveau, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter à dire, à écouter, à soutenir moralement. Il faut le faire, c'est très bien, c'est comme la prévention. Mais si on s'arrête là, on manque le coche. Nous, on défend un plan qui est prévention, détection, prise en charge, qui implique le soutien, l'intervention, etc. Et ce que je vais appeler le soutien post-intervention. Parce que dans certaines situations, il faut un suivi pendant des mois pour retravailler les éventuelles séquelles qui pourraient être là, en particulier dans les situations lourdes. Si on manque si on ne coche pas une de ces cases-là, on ne pourra pas répondre de manière complète, quoi. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près. Je réfléchis. Et alors, il reste évidemment la question des budgets. Alors, le budget actuel de 2023, il est déjà très bancal, hein, donc je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas très bien comment on va finir l'année. On a la chance d'avoir le soutien un peu de Solidaris qui va peut-être éponger notre déficit cette année-ci, mais clairement, pour l'instant, on n'est pas à l'équilibre. Il y a une demande faite déjà il y a un certain temps au niveau de Madame la Ministre. J'attends la notification officielle, en tout cas de la réponse par rapport à, même si j'ai eu des échos, mais j'attends la notification
notification officielle que je n'ai pas eu à ce jour, donc je ne peux pas m'avancer. On a eu cette année-ci effectivement un subside de 50 000 € au niveau de Madame la Ministre Désir. Au niveau des subsides récurrents, le seul autre récurrent qu'on a depuis longtemps, c'est un subside plan de cohésion sociale via la ville de Soigny de 12 500 € et quelques, voilà à peu près, pour des actions de prévention, etc. dans le cadre des PCS. Le reste en termes de subsides, non, le reste... Je ne sais pas si je dois être aussi franc que ça, mais si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai sans doute jamais. Aujourd'hui, mes collègues et moi, on en est au stade où on donne des journées de formation payantes sur lesquelles on fait du bénéfice pour pouvoir financer le fait d'aider gratuitement la petite Elena, le petit Louis, dont la maman est au CPS et touche un RIS, et de pouvoir l'aider gratuitement. Mais donc, on en est au stade où nous, on fait des actions payantes que des indépendants font pour se dégager un bénéfice et vivre, avoir une rentrée, c'est normal, que tout le monde doit vivre. Mais nous, on est au stade où on fait ça pour dégager des bénéfices qui nous permettent d'offrir la gratuité à des choses qui, me semble-t-il, devraient quand même être financées par de l'argent public et pas par notre équipe qui court après qui répond à toutes les demandes. On se surcharge en termes de formation payante parce que c'est un des seuls moyens de trouver de l'argent pour financer la gratuité. Et on y tient, et moi j'y tiens personnellement, parce qu'il est hors de question qu'un jour on refuse notre aide à un enfant parce que, pas de chance, il est né du mauvais côté de la barrière socio-économique et que ses parents n'ont pas les moyens de se payer une psychologue ou de payer les heures d'intervention que nous on va passer dans l'école pour l'aider. Ça, je refuse de rentrer là-dedans. Mais donc voilà, donc cette année-ci le financement il est très bancal, et pour l'année prochaine il est plus que bancal, puisque pour l'instant, en tout cas comme subside acquis, on a les 12 500 € du plan de cohésion sociale. Donc j'imagine que vous savez ce que peut coûter un service, même un petit service. Avec 12 500 €, on ne finance rien, faut être clair là-dessus. Pour financer 2024, il nous faut, même avec les apports qu'on peut avoir à côté, on a certainement un trou de 150 000 € minimum. Et ça, c'est juste pour survivre. J'ai dû licencier une de mes collègues il y a quelques mois, puisque tout simplement, on n'avait plus les moyens de la payer. Et donc on a réduit aussi notre capacité de prise en charge à ce niveau-là. Actuellement, on est 2,5 équivalents temps plein dans l'équipe. Donc 2,5 équivalents temps plein, c'est vraiment pas grand-chose. Et voilà, alors je ne réduirai plus mon équipe, je veux dire, si on doit fermer, on fermera tous ensemble, proprement et solidairement, mais moi je ne vais pas renvoyer mes collègues une à une jusqu'au jour où je me retrouverai tout seul à décrocher le téléphone. Ça, je me refuse à faire ça. Voilà, pour ce qui est des questions financières, je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Je m'excuse si j'ai oublié quelqu'un. Merci monsieur Plisnier. L'exercice effectivement était compliqué. Même quand on est très aguerri, on oublie des questions ou des sous-questions ou des éléments. Peut-être passer la parole à Madame la Ministre, qui a été sollicitée par l'un ou l'autre commissaire par des questions relativement directes. Donc Madame la Ministre, je vous en prie. Merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Dans l'historique du dossier et de la prise en charge, peut-être prendre un peu de recul sur la manière dont on organise au niveau interfédéral les discussions, parce que ça tourne beaucoup autour de ça sur la santé mentale. Et comme ça a été évoqué, effectivement, il y a un groupe de travail en conférence interministérielle sur la santé mentale et sur les différentes prises en charge. Fédération Wallonie-Bruxelles, les différentes régions et communautés, et le fédéral, bien entendu, sur les prises en charge où sont associés la santé, bien évidemment, la jeunesse, l'ONE, etc. Et où je pense qu'au fédéral, il y a eu aussi, on ne va pas revenir sur les différents moyens et les renforcements, parce qu'on en a déjà parlé des dizaines, voire des centaines d'heures ici, sur les renforcements que la région a mis en matière de santé mentale et qui sont totalement nécessaires pour renforcer à peu près 180 psychologues qui ont été financés par la région pour renforcer les services de santé mentale, etc., qui sont, on le sait, particulièrement aujourd'hui remplis par des demandes de toutes sortes et qui traitent bien entendu aussi beaucoup dans les contacts que j'ai avec les professionnels des services de santé mentale. Ils m'expliquent beaucoup prendre en charge des problèmes de harcèlement, alors comme ça a été évoqué, en tout genre, qui peuvent être dans le milieu de l'école, qui peuvent être dans le milieu professionnel, qui peuvent être dans le milieu culturel, sportif, etc., dans ces prises en charge qu'ils ont l'habitude de suivre. Et donc on a renforcé ces services
services. Et le fédéral l'a fait aussi. Vous savez que le ministre de la Santé a renforcé les acteurs de la première ligne, les services de première ligne, à travers 156 millions d'euros qui ont été financés. Et pour lequel je pense qu'on doit aussi avoir un point d'attention, parce qu'on se rend compte dans les contacts qu'on a avec des opérateurs, que ce soit avec l'association ou le centre de planning et l'association qui est présente aujourd'hui. En fait, ça n'est pas connu, ou surtout ils ne font pas suffisamment appel aux services fédéraux qui sont disponibles pour la première ligne et qui peuvent agir sur site, comme ça a été évoqué. C'est d'ailleurs intéressant de voir aussi comment on peut améliorer les prises en charge entre le centre de planning ou les déclarations des services de santé en mental pour qu'ils aillent sur site. Parce que je crois que c'est l'avenir. On a beaucoup dans les écoles aujourd'hui, j'en termine, sont sous-utilisés. Au niveau fédéral, sont sous-utilisés. Donc on peut aller chercher, en gros, des moyens financiers pour que dans les institutions, on puisse recourir à des psychologues qui ne coûtent, en gros, 0 € à l'institution. Donc c'est le cas, ça coûte les 2 psychologues qui ont été mobilisés et qui exercent du coup pleinement, mais ça coûte 0 € au service, et ils font payer les 4 € selon qu'on soit statut BIM ou 11 € au forfait comme dans les services de santé mentale, et qui peuvent, grâce au financement que le fédéral a mis à disposition, prendre en charge totalement jusque 20 séances de psychothérapie. Donc c'est évidemment quelque chose qui est important. Et dans l'évolution, je crois, des pratiques, on doit pouvoir faire progresser aussi les prises en charge au sein des écoles qui ont globalement, me dit-on, généralement tendance à renvoyer vers des services spécialisés ou des services de santé mentale ou des centres de planning, par exemple, et qui utilisent beaucoup moins les pratiques de faire venir sur site des professionnels et des suivis. Donc ça, il faut vraiment pouvoir travailler davantage cette articulation. Alors nous, on a effectivement confirmé à 4 reprises, je pense, au niveau du cabinet que nous intervenions pour 30 000 € au niveau de la région Wallonne. Mais vous savez, vous, les commissaires, qu'il faut avoir, quand on a une demande de subvention facultative qui est validée, je ne peux malheureusement pas le notifier sans que j'ai l'avis de l'inspecteur des finances. J'ai évoqué encore lors de la dernière commission les délais pour le moment de l'inspection des finances pour avoir une notification officielle, puisque ce dossier a été envoyé à l'inspection des finances le 6 juin. Et donc il y a un peu plus de 3 mois, et donc dès qu'on a le retour, je dirais c'est quelque chose de formel, mais donc ce montant a été bien signalé, en tout cas qu'il pourrait compter sur ces 30 000 €, mais que la notification officielle ne parviendra quand on aura le retour de l'inspecteur des finances. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'insister auprès et du ministre du Budget et du ministre président pour qu'on essaye d'avoir des délais qui soient plus courts. On sait bien qu'avec, même s'il y a eu des recrutements au niveau de l'inspecteur des finances, j'ai beaucoup d'institutions qui reviennent vers moi en disant écoutez, vous avez pris une décision, mais on attend la notification officielle. Et pour des associations qui doivent financer du personnel, c'est évidemment extrêmement compliqué. Et donc j'espère sincèrement, malgré tout le travail que réalisent les inspecteurs des finances, et je sais qu'ils font un travail remarquable, l'inspecteur des finances avec lesquels qui dépend de mes compétences, fait vraiment le maximum, mais malheureusement c'est pas assez. Donc il faut les renforcer pour que ce soit aussi plus fluide entre le moment où nous proposons au niveau ministériel une décision et le moment où les institutions ont une notification officielle et le paiement. Donc je disais au niveau régional, vous le savez, renforcer les services de santé mentale, ça a été fait, les équipes mobiles, etc. Le fédéral et les 156 millions d'euros qui doivent pouvoir être utilisés davantage encore et de manière pleine. Je ne suis pas a priori pour l'hyperspécialisation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il faut qu'on teste des projets pilotes et qu'on regarde si on doit aller vers de l'hyperspécialisation, si on doit aller vers des prises en charge qui favorisent le travail en réseau, comme ça a été évoqué notamment par M. Evart. Je pense, s'il faut qu'on se projette aussi dans l'avenir, qu'on doit... Le morcellement des compétences du côté francophone n'est
ne permet pas une fluidité, une prise en charge qui soit optimale. Je sais qu'il y a des discussions au niveau de la communauté française, au niveau des différents partis pour 2024, mais moi j'en suis le témoin comme ministre de la Santé depuis 4 années maintenant. On ne peut pas, et je ne peux pas vous dire, on doit se retourner vers la communauté française et leur demander de renforcer les services dans les écoles. Évidemment que ça serait ce qu'il faut faire. Bien entendu que c'est ce qu'il faut faire. Ils sont submergés dans les PMS et dans les PSE. Est-ce que la communauté française a les moyens, objectivement, de pouvoir renforcer comme nous l'avons fait en région wallonne et comme on l'a fait au fédéral? Non. Non. Le système de financement de la communauté française ne le permet pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on voit la situation se dégrader en se disant qu'alors qu'on le voit dans les études de l'UCL, par exemple, je pense à M. Luminet, etc., on voit à quel point il y a une détérioration des questions de santé mentale et de prise en charge chez les plus jeunes, et en même temps de savoir que chacun ne peut pas faire les mêmes efforts eu égard à leur méthode de financement. Et donc, je serais vraiment d'avis qu'on puisse avancer. Je pense que quelle que soit la personne qui me succédera, il faut penser à l'efficacité, et l'efficacité nécessite que dans la prévention et dans la prise en charge, il y ait un pôle francophone unique qui permette des prises en charge et pas de renvoi de services qui parfois vraiment se font au détriment des prises en charge et des personnes. Et donc, je veux dire, on y est très rapidement, on le sait, dans 9 mois, ce sont les élections. Il va falloir avoir une évolution du modèle. Il y a des propositions qui sont sur la table, et sur le plan personnel, je plaide vraiment pour qu'il y ait des rapprochements et une unification qui bénéficie à la santé de tous les Wallons et de toutes les Wallonnes, ou de tous les francophones globalement. Ça permettra d'avoir une offre de soins qui soit beaucoup plus intégrée. Et évidemment, pour ce qui concerne la prévention et le plan de promotion de la santé, là aussi on en a beaucoup discuté au sein de cette commission. On a agréé les opérateurs, Wallonie, dans le cadre du WAPS. La VIC a reçu toutes les... Donc, il y avait des axes prioritaires, je le dis principalement pour vous qui connaissez moins le dispositif. Donc, on travaillait, je caricature un peu le propos, mais à la petite semaine en matière de prévention et de promotion de la santé. Depuis quelques années, on a fait un dispositif qui permet de pouvoir travailler maintenant sur le moyen et sur le long terme avec des objectifs stratégiques. Il y a plusieurs axes, 6, et on a demandé à des opérateurs qui s'occupent de promotion et de prévention de la santé de pouvoir être agréés, de regarder quels sont les axes et les actions qu'ils peuvent mener dans les différents axes stratégiques, et puis on voit s'il y a des doublons, c'est parfois le cas, s'il y a des doublons ou s'il y a des axes, on parlait tantôt de tabagisme par exemple, qui ne sont pas couverts, eh bien alors on peut dire, tiens, il faut que des opérateurs proposent des actions pour que cette prévention et cette promotion de la santé soient couvertes, et qu'on puisse alors du coup démarrer une vraie stratégie de prévention et de promotion de la santé. Les financements et les actions spécifiques démarreront d'ici la fin de l'année, comme vous le savez. Voilà un peu les différents éléments que je pouvais évoquer avec vous, qui sont de nature, je pense, à répondre aux différentes questions que m'ont posées les députés. Merci Madame la Ministre. Peut-être encore un retour vers les commissaires qui le souhaitent. Oui, Monsieur Dequesne, je vous en prie. Oui, je voudrais remercier les deux intervenants pour les éléments de réponse qu'ils ont donnés et l'illustration concrète avec une série, je dirais, de témoignages qui sont évidemment extrêmement poignants. Mais je voudrais rebondir sur la réponse aussi que Madame la Ministre vient de donner à la question que je lui adressais en début de débat. Donc voilà, il y a une nouvelle positive, c'est qu'il y a 30 000 € qui devraient arriver cette année-ci, mais on est très loin du compte par rapport à ce que l'association, le CRI, aujourd'hui a besoin pour poursuivre ses activités. On parle d'une somme de l'ordre de 150 000 € annuels. Alors, j'entends bien, Madame la Ministre, que vous dites la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas beaucoup de moyens. Sans doute qu'en 2024, il faudra voir comment on réorganise les choses entre francophones. Tout ça, c'est très bien. Mais ça ne répond pas à la question actuelle de survie du CRI.
Donc je pense que de ce côté-là, on ne peut pas dire on va attendre les élections. La question du financement de l'association, elle se pose pour le mois de janvier prochain. Et quand j'ai interrogé vos collègues au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'est-ce que me dit Madame Désir ou Madame Linard, elle dit voilà, moi dans mon périmètre je peux faire ceci ou je n'ai de moyens que pour cela. Je trouve que ce n'est pas la réponse satisfaisante par rapport à un travail qui est aujourd'hui un travail de qualité de terrain. Je le connais puisque effectivement ma commune soutient depuis de nombreuses années le service. Je pense qu'on doit aujourd'hui permettre à ce service, dans l'attente qu'on règle les problèmes de tuyauterie entre Wallons et Fédération Wallonie-Bruxelles, que vous, Madame la Ministre, avec vos deux collègues du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous disiez pour 2024, avant la fin de l'année, on va trouver une solution pour faire en sorte que le travail, l'expérience, l'expertise qui est celle aujourd'hui du CRI soit préservée. À charge pour le nouveau gouvernement, après les élections de juin 2024, de trouver des solutions plus pérennes. Mais il faut au moins que pour 2024, les trois ministres compétents se parlent et disent voilà comment on va résoudre l'année 2024 aux côtés de l'association. Je pense que le cri de détresse, sans jeu de mots, qui a été adressé via la pétition, c'est aussi celui-là. C'est aussi celui de dire on est épuisé à se battre à trouver des financements pour préserver un service qui est fortement demandeur, fortement en attente d'un soutien. Je pense que passer son temps à réclamer des subventions une fois là, une fois là, une fois là, avec des délais, et je ne vous fais pas le reproche, Madame la Ministre, je connais les procédures, je sais comment ça se passe et je sais qu'il faut du temps. Mais raison de plus pour que cette année-ci, avant les votes des budgets au Parlement wallon et au Parlement de la Fédération en décembre 2024, il y ait une ligne. C'est possible techniquement, vous le savez, que s'il y a un accord entre les trois ministres concernés, on est dans le budget de la Wallonie et dans le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 2024 un subside CRI en disant voilà, on met les 150 000 € qu'il faut pour boucler ce financement. Et de cette façon-là, en 2024, l'association continue de fonctionner à charge pour les gouvernements issus des élections du 9 juin prochain de mettre en place une solution pérenne et plus annuelle à la pérennité d'un service dont on voit aujourd'hui ô combien il est efficace sur le terrain, il répond à un besoin. C'est ça que j'attends et j'aimerais, avec les collègues ici, proposer qu'à la suite de cette pétition, nous prenions une attitude, qu'on ait un travail entre groupes politiques pour faire cette demande-là, pour porter ce projet-là. L'enjeu du harcèlement, et on le sait avec nos amis français, qui ont pris une ambition très forte là-dessus, doivent aussi nous montrer, nous encourager à être ambitieux dans notre territoire, entre institutions. Et moi, je tends la main avec les collègues qui se sont exprimés aujourd'hui pour que cet élément-là soit fait. On parle de 150 000 € à l'échelle du budget de la région wallonne. Vous savez que c'est une somme importante, mais relative, très relative par rapport aux moyens budgétaires. Et je trouve que, par reconnaissance au travail qui a été fait par l'association, c'est le minimum que nous pouvons faire. Merci, Monsieur Dequesne. Madame Bernard semblait également vouloir réagir. Je l'y invite. Madame Bernard. Merci, Monsieur le Président. Et merci à Monsieur Plisnier, qui, j'imagine, était le porte-parole des deux intervenants présents ce matin pour toutes les réponses que vous avez apportées à nos questions et qui montrent effectivement l'importance du travail que vous faites et qui est quelque part un travail très nécessaire maintenant concrètement. Donc on a parlé d'enfants en souffrance, d'enfants dont la vie est en danger, mais en même temps vous faites un travail de pionnier puisque vous devenez en quelque sorte des experts pour la prise en charge de tout le harcèlement des enfants. Et donc je pense qu'effectivement on ne peut pas ne pas trouver de solution à votre demande concrète qui est en tout cas de pérenniser
la subsistance du CRI et de pouvoir pérenniser financièrement son fonctionnement. Donc on a ici, évidemment, et c'est une très bonne nouvelle, la promesse de Madame la Ministre d'avoir 30 000 €, mais qui est un subside qui relève des subsides facultatifs. Et donc ça, c'est évidemment pas audible dans la mesure où vous êtes là tout le temps, on a besoin de vous en permanence et pas de façon facultative. Donc vraiment, je rejoins alors l'appel de Monsieur Decken pour qu'on trouve ensemble une façon de dégager un financement structurel qui permet au CRI de continuer à fonctionner. Ça, c'est un. Et deux, il y a effectivement comment on va multiplier les CRI dans le reste de la région francophone et aussi le reste de la Belgique, parce que les enfants en souffrance, il y en a dans tout le pays. Donc vous avez dit, sur 400 demandes que vous recevez, vous pouvez en prendre en charge que la moitié. Donc le besoin, il est là. Et je pense que c'est impensable qu'on ne trouve pas de solution concrète avant la fin de cette année-ci pour que vous puissiez continuer à exister. Alors évidemment, Madame la Ministre a fait allusion à des dispositifs fédéraux auxquels on peut encore faire plus appel. C'est un dispositif qui effectivement existe. Les échos qu'on en a ne sont pas toujours optimaux. Parfois ça marche très bien, mais parfois ça marche en dehors du reste des structures qui ont déjà pris en charge les enfants, et donc il y a parfois des couacs. Mais bon, c'est une piste qui existe, auquel il faut faire appel, mais ça ne suffira pas pour répondre à tous les besoins. Donc voilà, il faudra qu'on trouve tous ensemble. Je pense que la proposition de M. Decken est tout à fait pertinente pour qu'on fasse un appel commun à tous les niveaux de pouvoir pour trouver une solution. Merci beaucoup. Merci Madame Bernard. Monsieur Sali. Oui, merci Monsieur le Président, et je remercie bien entendu d'abord vos réponses, la réponse à toutes nos questions. Je pense que c'était important de faire un point d'une manière générale, et je vous remercie d'avoir répondu plus particulièrement à mes questions, et était essentiel effectivement de voir, en tout cas, cette question de manière la plus transversale possible. En effet, j'ai rappelé tout à l'heure qu'une des pistes aussi, et Madame la Ministre a fait allusion, parlons elle de la perspective des élections 2024, c'est de travailler sur un projet pour intégrer ce dispositif-là dans un décret. Ça permettra effectivement de pérenniser, parce que j'ai des collègues qui sautent sur toutes les occasions pour dire tout et n'importe quoi, mais aujourd'hui on est dans une démarche de subside facultatif. J'ai noté avec satisfaction que la ministre a indiqué qu'il y a 30 000 € qui sont aujourd'hui à l'avis de l'inspection des finances, mais c'est la démarche administrative, c'est comme ça. J'ai géré des subsides dans des cabinets ministériels depuis des années, je sais comment ça fonctionne. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y aura, oui, ça prend un peu de temps, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir la certitude, Madame la Ministre, que les 30 000 € vont être versés incessamment sous peu. Voilà, donc ça c'est un. Deux, en attendant effectivement que dans un avenir proche, c'est-à-dire 2024, que cette question-là soit débattue, et Madame la Ministre a fait en tous les cas une position qui est très claire. Moi, j'ai compris qu'à un certain moment donné, la question doit être mise sur la table des négociations pour qu'on puisse avoir, puisqu'elle soit traitée de la manière, soit au niveau région wallonne définitivement, ou à notre niveau. Je vous conseille, moi, je ne spécule pas, je vous conseille de travailler sur le renouvellement de votre subside facultatif pour 2024. On est dans des subsides facultatifs, donc c'est annuel, donc c'est la règle de jeu, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et un deuxième élément, moi je suis d'accord avec mes collègues, M. Decken et Mme Bernard, qui effectivement travaillent sur les autres niveaux de pouvoir, mais on sait quand même que la prévention dans les écoles relève de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en l'occurrence de Madame la Ministre ayant la charge de la petite enfance dans ses compétences. On va travailler aussi avec Madame Lénard pour qu'elle puisse effectivement débloquer des moyens pour faire aussi de la prévention dans les écoles. Je pense que aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la question est essentielle. D'accord? Et je l'ai dit dès le départ, moi je ne peux pas parler à la place de Madame, parce que vous avez été confrontés dans une situation très compliquée. Mais aujourd'hui, mon groupe en tous les cas est tout à fait sur la même ligne que vous pour dire que c'est une question qui nécessite une attention, un suivi particulier et intense de la part des pouvoirs publics. Et voilà, quelle que soit la manière,
mais il faut qu'on aboutisse dans un avenir très proche à des solutions pérennes. Voilà, j'ai dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Sali. Monsieur Evert, vous voulez intervenir? Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci pour vos réponses. Je reviendrai certainement sur certains points pour aller plus loin enfin, pas oralement, mais des lectures ou des choses comme ça, parce que je pense que ça peut être réellement intéressant. Ce que j'ai retenu, et je pense que, enfin, en tout cas, vous avez donné un bon exemple, c'est qu'il faut arrêter de cette discussion de harcèlement scolaire ou non scolaire. L'école, c'est juste le fait que nos enfants passent 8 heures par jour. C'est un lieu où ils vivent, mais le harcèlement, il est partout dans la société et partout dans les lieux de vie que nos élèves, enfin, que nos enfants fréquentent. Donc il faut sortir de ce carcan scolaire ou non scolaire. Je pense que c'est bien plus large. Et c'est là que je parlais de plan national. Si maintenant on estime que c'est un réel problème de société, comme on l'a fait pour d'autres, comme le tabac, comme l'alcool, comme je l'ai dit, je pense qu'on peut tout à fait sortir quelque chose d'intéressant de manière beaucoup plus large. Mais vous n'avez pas répondu à une question, et je pense que ça peut être intéressant, c'est le débat qui aurait lieu en Flandre. Parce que si on veut un plan national, il faut que du côté flamand, on soit aussi préoccupé et que vous ayez pu aussi expliquer justement toutes ces méthodes scientifiques, hein, donc les méthodes, comme vous avez dit, de préoccupation partagée. Je pense que ça peut être intéressant parce que soit on se bat pour un plan national, soit on se bat pour un plan francophone, en fait. Et donc, est-ce qu'on va mettre de l'énergie sur un plan national? Si en Flandre, ça ne paraît pas comme un problème, alors mettons une énergie plutôt intra-francophone par rapport à ça. Madame la ministre, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que dans les CIM, vous discutez justement des subsides fédéraux. Il faut rappeler, il n'y a jamais eu autant d'argent dans la santé mentale que suite aux crises Covid. Malheureusement, il a fallu passer par des crises pour qu'on se rende compte que la santé mentale est importante. Le fédéral a pris sa part, prend sa part justement dans cette réorganisation, dans ce refinancement, et il faut le saisir. Clairement du côté wallon, j'ai déjà plaidé plusieurs fois, il faut s'en saisir. On ne s'en saisit pas encore assez. On en a déjà discuté, j'ai déjà dit, ben voilà, les réseaux n'étaient pas prêts du côté wallon, se retrouvent avec limite de l'argent qu'ils ne savent pas dépenser parce qu'ils ne sont pas organisés. Et donc, il faut réaccélérer par rapport à cette réorganisation des réseaux santé mentale en Wallonie pour pouvoir aller chercher un maximum de subsides. Une partie de solutions, vous les avez déjà été les chercher, c'est sur les subsides au niveau fédéral. Il y a des missions individuelles d'aide individuelle. Il y a des missions dans les écoles en extérieur, autres qui doivent être faites. Je pense que ça peut être une de vos plus grosses sources de financement, ou en tout cas quelque chose qui peut vous aider, mais ça ne payera pas vos fonctionnements, ça ne payera pas toute une partie du travail nécessaire. Et donc ici, moi, je voudrais faire une proposition à Madame la Ministre, parce que, et à juste titre, se pose la question, est-ce qu'on doit aller vers un service hyper spécialisé ou est-ce qu'on doit aller beaucoup plus travailler sur le réseau de manière le plus large possible pour qu'on ait des généralistes de plus en plus équipés pour répondre à cette demande. Et donc, si on veut répondre à cette question, il n'y a qu'une manière de le faire, c'est de répondre scientifiquement à cette question. Je pense qu'il y avait tout à fait possibilité d'aller chercher dans des subsides d'études scientifiques, de méthodes scientifiques, pour évaluer justement le projet. Monsieur parle de méthode et je pense qu'il y a quelque chose derrière à aller chercher pour justement aller appuyer leur méthodologie et leur travail et peut-être pour aller convaincre aussi le fédéral de dégager encore plus de moyens pour accentuer ce travail-là. Et donc je pense qu'il y a moyen dans les budgets de la région wallonne d'aller chercher des subsides dans les méthodes scientifiques, dans les études scientifiques, peut-être aidés par des universitaires si c'est nécessaire, pour justement appuyer
cette méthodologie, appuyer cette manière de travailler, ce qui permettra de peut-être tenir 1 an ou 2, et puis alors de passer à la phase, comme vous l'avez dit, beaucoup plus large, où il faut arrêter ce ping-pong entre les institutions, c'est moi, c'est pas moi. Je pense que ça serait certainement les aider que de passer par là. Merci, Monsieur Evert. Madame Duren avait sollicité la parole, ainsi que Madame Pécriot. Madame Duren, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier Madame et Monsieur pour vos réponses. Comme mes collègues le disaient, le harcèlement ne se limite pas à l'école. C'est vraiment un phénomène maintenant de société, un phénomène très large. J'ai entendu attentivement les différentes propositions de la part de mes collègues ici autour de la table. Moi, je crois, Monsieur Dequesne, qu'il serait important, effectivement, d'avoir un groupe de travail avec les différents députés des différents groupes afin que nous puissions remettre des conclusions à quinzaine. Je pense que, voilà, le règlement, je ne le connais pas très bien, mais voilà, on me confirmera parce que chacun est venu avec toute une série de propositions très intéressantes. Et donc, il est important de pouvoir vous apporter des solutions pérennes. On a tous entendu ici aujourd'hui vos témoignages, comme j'ai dit, très prenants, qui ne peuvent nous laisser insensibles. Et donc, il est vrai que vous avez eu une fois 130 000 € une première année, 50 000 € ici. Ben, on remercie Madame la Ministre pour les 30 000 € qui seront dégagés. Mais ce ne sera pas suffisant, on le sait. Et donc, mettons-nous vraiment ensemble autour de la table afin de pouvoir vous aider, d'aider les familles, surtout, et les enfants. Merci Madame Duren. Avant de statuer sur la méthode, je propose que nous entendions Madame Pécriot qui avait sollicité la parole. Merci Monsieur le Président. Moi, je voulais juste ajouter que, évidemment, il est nécessaire et important de trouver les financements. On a déjà travaillé à de nombreuses reprises ensemble et aussi avec le papa de Tom. Je pense qu'ici, il faut trouver la meilleure des réponses. La meilleure des réponses à un problème qui est existant et qui nous perturbe tous et nous interpelle tous. Moi, c'est la Xème fois que je vous rencontre et que je vous vois, et chaque fois, je suis de nouveau complètement interpellée par rapport à la problématique. On a soulevé, évidemment, le problème du nerf de la guerre, à savoir le financement. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion de rappeler que dans le cas du financement, au-delà de Madame Désir, au-delà de Madame Montréal, au-delà de Madame Linard, on a aussi interpellé à l'époque Madame Glatini, Madame Glatini qui maintenant est remplacée par Madame Berthiaud et qui ne voulait pas non plus rentrer dans, je vais dire, dans la danse par rapport à la problématique du harcèlement, alors que, on le sait très bien, il y a un véritable problème aussi en dehors de l'école primaire, en dehors de l'école maternelle, en dehors de l'école secondaire, puisque ce n'est pas parce qu'on est dans l'enseignement supérieur qu'on n'est pas nécessairement confronté à la problématique du harcèlement. Et peut-être d'ajouter ici, aussi parce qu'on a soulevé les financements, je pense que vous n'avez pas parlé du financement octroyé par la ville de La Louvière au travers de vos locaux. Et ça, je pense aussi qu'il faut le mettre en avant parce que la ville de La Louvière a aussi, je veux dire, fait énormément d'efforts et notamment par rapport aux locaux que vous occupez et qui sont d'une qualité assez... Et je vois les remarques ici qui sont... C'est pas une critique que je fais par rapport à mes collègues, parce que je vois mes collègues du MR qui sont en train de me dire, c'est pas une critique par rapport, mais c'est juste simplement pour dire qu'on a tiré sur toutes les cordes et qu'on continuera à tirer sur toutes les cordes, que ce soit à ce niveau ou en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien, merci Madame Pécriot. Si nous pouvons en rester... Oui, Monsieur Plisnier, vous le souhaitiez... Madame Duren, vous souhaitiez réintervenir? Attendez, parce que Monsieur Plisnier souhaitait répondre. Donc je propose que Monsieur Plisnier apporte la réponse qu'il souhaite. 2 secondes. Madame Duren? Oui, je demande. Vous insistez? Oui, j'insiste. Avec détermination. Avec détermination. Brièvement, alors. Mais très, très brièvement. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Simplement, on ne fait pas de politique quand on parle de santé, quand on parle d'enfants. C'est un sujet trop sérieux. J'en ai jamais fait. Je vous l'ai dit, j'étais pharmacienne. Je n'en ferai jamais. Je ne ferai pas de politique quand on parle de santé. Simplement, quand même préciser que Madame Glatini, à plusieurs reprises, a essayé d'avoir des contacts avec différents ministres, justement concernant le sujet. Point. C'est tout. L'incident est clos.
Si vous permettez, sans ça, ça ne nous grandira pas. Monsieur Plisnier voulait intervenir pour donner un élément de réponse, Monsieur Dequesne. Est-ce qu'on peut lui permettre, avec votre accord? Je vous en prie. Monsieur Plisnier. Oui, c'était juste parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à une question de Monsieur Evrard, pardon, excusez-moi. Oui, je n'ai pas retenu les noms de tout le monde. Voilà, effectivement, la question de la Flandre. Je ne saurais pas donner beaucoup d'éléments là-dessus parce que je n'ai pas de grande connaissance de ce qui se passe du côté de la frontière flamande. Je regrette qu'une de mes amies qui est présidente du réseau prévention harcèlement en Belgique francophone ne soit pas présente parce qu'elle est néerlandophone, elle vit en Flandre et elle travaille aussi avec le réseau néerlandophone. J'ai eu l'occasion de croiser quelques acteurs du réseau néerlandophone, donc ma réponse sera limitée, je vais dire, par rapport à ça. La Flandre utilise, eux de leur côté, ils utilisent une autre méthode, mais que nous utilisons aussi, qui s'appelle du no-blame. Ce sont deux méthodes qui sont, pour expliquer ça brièvement, des fourches d'une même méthode d'origine. On appelle ça les méthodes Picasse du nom du créateur, M. Anatole Picasse. La Short Consent Method a donné dans le monde anglo-saxon une sorte de fourche qui est le no-blame et dans le monde plutôt francophone latin, je vais l'appeler comme ça, une fourche qui est la préoccupation partagée. Les deux méthodes sont très similaires, il y a quelques nuances. Nous, on utilise aussi bien l'une que l'autre. Donc il y a certainement, en tout cas, je pense, rien que sur ce point-là, des passerelles à construire, peut-être même une expérience plus large de la pratique de la méthode no-blame en Flandre, qui est beaucoup plus présente, alors qu'en Wallonie, sans doute du fait de notre proximité avec la France, on est plus orienté vers la préoccupation partagée, mais honnêtement, pour utiliser les deux dans mon métier, les deux sont très pertinentes, donc ce serait même, je pense, très utile de pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une demande en Flandre? Je ne saurais pas vous répondre sur ce point-là, et juste pour terminer, parce qu'effectivement, je les ai oubliés, je ne voudrais pas que M. Gobert m'en veuille pour ça, j'ai tout à fait oublié que la ville de La Louvière nous fournit gratuitement, enfin on ne paye pas de loyer des locaux, ce qui est très compliqué, enfin ce qui est une belle économie quand on est une ASBL. Et donc voilà, effectivement, je les avais oubliés au milieu de tout le reste, je m'en excuse auprès de la ville de La Louvière. Merci. Merci pour elle. La ville de La Louvière, je voulais dire. Monsieur Dequesne, vous souhaitiez une dernière intervention? Oui, ben sur la méthode et la suite. Donc j'ai cru comprendre que chez les collègues, il y avait en tout cas une ouverture à avoir un débat pour faire une motion motivée à la suite des échanges que nous avons eus aujourd'hui. Voilà, je voulais m'assurer d'avoir bien compris. Ça, tout le monde ne s'est pas exprimé formellement sur le principe de travailler ensemble pour arriver à... Je vous arrête là. Moi, je n'ai pas du tout compris la même chose. Des conclusions, oui, des conclusions. Je n'ai pas du tout compris la même chose. Et donc, je vais me permettre une tentative de reformulation qui vous agréera peut-être. Le cas échéant, tant pis. Nous avons un délai, le 13 octobre prochain. C'est un délai ultime. J'ai effectivement cru comprendre, mais pas exactement selon les mêmes termes que vous, qu'il y avait une volonté de conclusion commune ou en tout cas de travail en commun. Et c'est réjouissant et donc je vous y invite, mais informellement, en tout cas pas dans le cadre de la commission et pas dans les travaux de la commission. Donc si chacun et chacune d'entre vous, et je parle au commissaire, je m'adresse au commissaire, veut interagir pour structurer un débat, une conclusion et un rapport commun, c'est parfait. Mais sachez que le délai ultime, c'est le 13 octobre. Donc si on pouvait à quinzaine déjà, lors de notre prochaine séance, revenir sur le sujet et avoir une ébauche, ce serait parfait. Donc on remet le point à quinzaine tout simplement et dans l'intervalle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je demandais simplement qu'il y ait une réponse plus formelle de chacun des groupes par rapport à la proposition pour être bien sûr que... Mais Madame Duren ne proposait rien d'autre, donc une mise en commun, une interaction, un travail. Okay. Donc tous les groupes sont d'accord. Je n'ai pas entendu d'opposition. Ouais. Merci en tout cas. Donc la décision formelle est prise, nous remettons le travail à quinzaine et dans l'intervalle vous interagissez, sachant que le délai ultime c'est le 13 octobre. C'est clair? Merci. Merci messieurs, dames pour vos témoignages et votre démarche.